Bonsoir à toutes et à tous. On accueille les derniers arrivants, il n'y a pas de problème. Nous sommes ravis de vous accueillir, très très heureux de vous accueillir à la Maison de l'Entrepreneuriat et des Transitions. Je suis Vincent Guerville, membre du bureau de la Chambre de commerce, en charge des transitions environnementales. Et moi, je suis Marie-Julien Laferrière, je suis conseillère entreprise à la Chambre de commerce sur les sujets de transition environnementale. Alors des petits remerciements avant de démarrer la soirée. Avant tout, remerciements pour l'ADEME et bien sûr les membres de la commission transition environnementale sans qui cette soirée ne serait pas possible. Nous sommes réunis ce soir pour une conférence de l'objet et comment concilier le monde économique et les limites planétaires. L'objet de cette conférence est, à mon sens, triple. D'abord, nous rappeler l'urgence environnementale, l'urgence climatique, la perte de biodiversité, nous rappeler le constat scientifique indiscutable. La science est un corpus de connaissances qui ne peut être remis en cause à chaque instant. Les climatologues, les glaciologues, les scientifiques membres du GIEC sont unanimes sur les constats, les différentes dérives et les trajectoires qui se dessinent. Ce ne sont pas quelques voies outre-Atlantique, aussi sidérantes soient-elles, qui pourront changer les choses. Deuxièmement, cette conférence est aussi destinée à nous faire prendre du recul, à raisonner, à réfléchir. Vous êtes ici nombreux, dirigeantes et dirigeants, à vous interroger sur les stratégies de vos entreprises. Quels sont les impacts du changement climatique sur mon business? Dois-je changer de business? Comment agir efficacement? Quel est le bon timing pour ne pas se mettre en danger? Vers quel projet est fléchée l'épargne de mon entreprise? Autant de questions qui, je l'espère, auront plus de réponses après cette conférence. Le troisième intérêt de ce type de conférence, il est aussi destiné à nous mettre en réseau. Il est essentiel de ne pas rester seul face à des questions profondes et complexes. J'espère que nous continuerons à partager après cette conférence lors du cocktail. Il y a beaucoup d'associations qui sont présentes dans cette salle ce soir. Je vais n'en citer que quelques-unes, pardonnez-moi pour les autres. Rupture, les Shifters, cher à Jean-Marc Jancovici, la CEC et bien d'autres. Vous pouvez vous rapprocher de toutes ces associations pour ne pas rester seul. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher de la Chambre de commerce et d'industrie qui peut vous accompagner sur de nombreux sujets en matière de transition environnementale. Exactement. Parce que la CCI est une mine d'accompagnement et de ressources sur la transition des entreprises que moi-même je ne soupçonnais pas avant de venir y travailler. Et parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de tenir un micro devant 200 personnes, je me lance le défi de vous transmettre l'essence de ce qu'on fait en moins d'une minute. Commençons par les bases. Vous souhaitez lancer la démarche RSE. Vos salariés vous poussent, vous commencez à avoir quelques demandes de vos clients. Nous pouvons y répondre en format court, le pack RSE, en format long, le programme accélérateur dynamique. Mais peut-être que vous êtes ici parce que vous souhaitez accélérer sur des enjeux plutôt de décarbonation, mais vous ne savez pas encore tout ce qui se cache derrière ce grand mot. Eh bien, pourquoi pas commençons ensemble par calculer votre empreinte carbone avec une éval carbone simplifiée, puis attaquons-nous ensemble à la réduction de vos émissions avec une démarche d'éco-conception et d'analyse de cycle de vos produits. Format court, une éval, ou format long, un parcours éco-produire. Enfin, si réduire et atténuer le changement climatique est une chose, s'adapter en est une autre. Et nous sommes également là pour vous aider à regarder toute votre exposition aux aléas climatiques et c'est l'éval adaptation. Chacun de ces accompagnements, sachez-le, fait l'objet de prises en charge vraiment intéressantes de la part de nos partenaires, que ce soit l'ADEME, la région Pays de la Loire, l'Union européenne, pour les rendre vraiment accessibles aux entreprises. Si vous clignez un peu des yeux, vous verrez que toutes les évals, par exemple, pour des TPE, PME, c'est un reste à charge zéro grâce au soutien de l'ADEME. Bref, vous retrouvez tout ça sur notre site internet. N'hésitez pas également à venir nous voir pendant le cocktail. Et puis pour terminer, il y a évidemment ce conseil individuel qu'on fait, mais il y a aussi d'autres actions au sein de la CCI pour accompagner ces transitions. Alors, on ne pourra pas tous les développer ici ce soir, mais je voulais vous parler du fonds d'investissement que nous avons créé il y a maintenant quelques mois, qui est un fonds d'investissement que nous avons doté d'1 million d'euros, qui est destiné à prendre des participations dans des entreprises
Deux critères importants, un projet à impact environnemental positif, et puis un critère de filière émergente, c'est-à-dire capable d'amener une dynamique économique à notre département. Je voulais vous parler également du projet Terra, associé à l'association Amazonia. C'est un programme associatif à destination des entreprises du 44, un programme de reforestation, de plantation de haies bocagères afin de s'engager en faveur de la biodiversité, de créer un engagement fort pour les collaboratrices et les collaborateurs des différentes entreprises. Le principe est assez simple. L'association met l'ingénierie forestière, trouve le foncier et au service des entreprises pour améliorer la biodiversité. Une action forte également, le cycle de conférences, dont c'est la deuxième ce soir avec François Gémen, que je te propose de présenter. Merci beaucoup, Vincent. Effectivement, ce soir, on a la chance d'accueillir l'un des chercheurs les plus engagés, les plus écoutés aussi des questions climatiques et géopolitiques de notre époque, François Gémen. François, je vais vous présenter en quelques mots parce que vos casquettes sont quand même nombreuses. Je vais commencer par votre casquette de chercheur. Vos travaux sont à la croisée du climat, des migrations et des relations internationales. Vous avez donc co-rédigé ce 6e rapport du GIEC, fameux rapport scientifique écrit avec des scientifiques internationaux qui nous éclairent sur le climat, ses causes, ses conséquences, les actions à prendre. Vous avez aussi une casquette d'enseignant, professeur à HEC. Vous formez les entrepreneurs, les décideurs de demain à penser l'économie autrement en y intégrant ce paramètre stratégique de l'écologie, de notre dépendance aux ressources, à l'énergie, à la biodiversité, pour créer des modèles d'entreprise plus robustes. Et enfin, j'ai envie de vous citer une dernière casquette d'intérêt général, votre rôle de président du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme, où votre rôle est d'être finalement la vigie scientifique de toutes les prises de position et des propositions, solutions que fait la Fondation dans le débat public. François Gémen, nous, on a tenu à vous inviter car votre regard est précieux pour des dirigeants et des salariés d'entreprise. Vous nous invitez à ne pas regarder l'écologie comme la taxe en plus, la contrainte prix ou l'élément RSE décoratif. Au contraire, à l'heure où la survie et la souveraineté économique priment, vous nous rappelez son caractère stratégique et différenciant. Et c'est bien le sujet de ce soir. Donc merci vraiment à vous tous d'être venus. Merci à l'ADEME encore qui rend ces rencontres possibles. Et puis je vous prie de faire un accueil chaleureux à François Gémen. Bonsoir, bonsoir à chacune, bonsoir à chacun. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Merci à la CCI d'avoir réuni autant d'entrepreneurs, autant de dirigeants d'entreprises pour réfléchir ensemble sur ces questions. Et je vous félicite d'être venus parce que vous savez que passer la soirée avec un chercheur qui travaille sur le climat, c'est l'assurance de passer une bonne soirée. C'est l'assurance de repartir chez soi plein d'allégresse, plein d'enthousiasme, abreuvé de bonnes nouvelles, parce que vous savez que sur le sujet du climat, les bonnes nouvelles s'accumulent les unes après les autres. Vous savez que les températures sont en baisse, vous savez qu'il y a un grand vent d'optimisme dans l'opinion qui porte la transition à bout de bras, vous savez que le climato-scepticisme reflue dans l'opinion un peu partout dans le monde, qu'à chaque élection, les électeurs élisent des leaders très engagés sur l'action climatique, encore il y a quelques mois aux États-Unis. Et vous savez aussi que le gouvernement Bayrou vient de dégager des moyens supplémentaires inespérés pour financer la transition énergétique, des nouveaux réseaux de transport public, etc., etc. Et effectivement, je suis bien conscient que la communication sur le changement climatique, elle est très souvent plombante. Ce que nous allons essayer de faire ce soir, pourtant, c'est pas ça, et je ne vais pas vous rappeler toutes les mauvaises nouvelles ni l'état des lieux, mais je voudrais vous parler de deux choses en particulier. La première chose que je voudrais faire avec vous ce soir, c'est d'abord essayer de dissiper certains malentendus quant au fonctionnement du système climatique, et si ces malentendus ne sont pas dissipés, je crains hélas qu'ils ne nous engagent sur de mauvaises voies en matière de transition
et qu'il ne nous fasse courir après des chimères ou qu'il ne nous emmène dans des cul-de-sac. Et ensuite, une fois dissipés, je l'espère, ces 3 malentendus, j'examinerai avec vous 3 grands leviers de la transition que peuvent activer les entreprises. Quel peut être le rôle des entreprises? Comment les entreprises peuvent-elles activer la transition? Et surtout, qu'est-ce que les entreprises ont à gagner avec la transition, alors que cette transition, vous le savez, apparaît souvent comme un poids, comme une charge pour les entreprises. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous regardiez quelques instants cette publicité qui est parue dans le grand magazine américain Life en 1962. C'est une publicité pour une des grandes compagnies pétrolières de l'époque, Humble, qui, comme vous le voyez, porte assez mal son nom, puisque dans la publicité, Humble se vante de pouvoir chaque jour fournir suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Voilà, voilà. Une des rares publicités non mensongères de l'histoire de la publicité. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et cette publicité de 1962, évidemment, nous fait rire un peu jaune aujourd'hui, mais elle nous rappelle bien à quel point, pendant très longtemps, nous ne nous sommes pas tracassés de l'impact environnemental de nos activités économiques ou industrielles. Nous avons agi littéralement comme si nous n'avions aucun impact sur l'environnement, comme si nous étions complètement inoffensifs et comme si rien de ce que nous pouvions entreprendre dans le monde n'avait d'impact véritable sur la Terre. C'était vrai pour les entreprises, c'était vrai également pour les politiques. À l'époque où la publicité paraît, il n'existe aucun ministère de l'Environnement, aucune agence de protection de l'environnement. Ce n'est qu'au début des années 70 qu'on va prendre conscience peu à peu des atteintes à l'environnement et donc de la nécessité de gouverner, d'administrer l'environnement. Et c'est au début des années 70 qu'on va créer les premiers ministères de l'environnement. En France, ce sera en 71, dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas. C'est à peu près à la même époque que l'ONU va commencer à convoquer à intervalles réguliers des grandes conférences, des grands sommets sur l'environnement, avec le premier à Stockholm en 1972. Mais pendant les années 50 et 60, nous avons été complètement aveugles quant à l'impact environnemental et climatique de nos activités. Et le résultat, eh bien, nous le voyons aujourd'hui, puisque le changement climatique, depuis une dizaine d'années, a cessé d'être une sorte de réalité abstraite et lointaine que professaient les scientifiques et est devenu quelque chose de très concret dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, 7 Français sur 10 affirment qu'ils font déjà l'expérience des conséquences du changement climatique dans leur vie quotidienne. Et évidemment, la manifestation la plus immédiate du changement climatique, ce sont les records de chaleur que nous battons désormais à intervalles de plus en plus réguliers. C'est ainsi que l'année 2014 a été l'année la plus chaude depuis l'invention du thermomètre. Mais ce record a été battu dès 2015, battu à nouveau encore en 2016. 2017, médaille d'argent, hélas, on rate de peu la première place. 2018, champion national. Ensuite arrive 2019 qui reprend la deuxième place à 2017. Et puis 2020 s'empare de la plus haute marche du podium qu'elle doit néanmoins partager avec 2016. Arrive ensuite 2021 qui, lui, fait un très bon résultat également. 2022, pulvérisation du record. 2022, c'est Bob Beamon à Mexico en 68. C'est le record qui efface tous les autres des tablettes jusqu'à 2023. 2023, c'est Léon Marchand. Tout le monde est très, très impressionné. Mais quand même, on n'aurait pas imaginé, après la performance de 2023, que cette performance serait encore dépassée
par 2024. Profitons-en, c'est sans doute la dernière fois que la NASA nous fournit ce type d'informations. Si vous me réinvitez l'année prochaine, j'ai aucun doute, et je suis assez confiant dans les capacités de 2025 à battre à nouveau ce record, mais ça sera sans doute une info qui viendra de Copernicus ou d'un organisme chinois plutôt que de la NASA. Et ces records continuels de température m'amènent au premier malentendu que je voudrais dissiper avec vous. C'est-à-dire que ces records de température, en réalité, n'ont rien d'exceptionnel. On les décrit sans cesse comme des phénomènes exceptionnels, comme des températures anormales, comme des saisons hors normes. Et pourtant, malheureusement, ce à quoi nous assistons n'est pas un phénomène conjoncturel, c'est un phénomène profondément structurel. Sur le graphe que vous voyez à l'écran, chaque bande horizontale représente une latitude différente à la surface du globe, depuis Moscou en haut jusqu'à Alice Springs en Australie en bas. Et chaque bande verticale, quant à elle, représente une année donnée, depuis la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle. Et comme vous le voyez, tout au long du 20e siècle, on a une alternance d'années bleues et d'années rouges parce que ces années sont coloriées en bleu ou en rouge selon que la température a été inférieure ou supérieure à la moyenne. Et donc, tout au long du XXe siècle, on a une alternance d'années plus froides et d'années plus chaudes. Et comme vous le voyez bien, au tournant du XXIe siècle, à toutes les latitudes de la Terre, eh bien, les années deviennent de plus en plus rouges. Il fait de plus en plus chaud partout sur Terre. Et c'est quelque chose qui va continuer. Et c'est la première mauvaise nouvelle que je dois vous annoncer ce soir. Hélas, quand on parle de climat, il y a toujours forcément quelques mauvaises nouvelles. La première mauvaise nouvelle que je dois vous annoncer ce soir, c'est que cela va continuer. Si, comme moi, vous êtes né au XXe siècle, bien vraisemblablement, au cours de votre vie, vous ne verrez pas les températures baisser. Dans le meilleur des cas, si on fait exactement ce qu'on doit faire, si on atteint la neutralité carbone en 2050, on peut espérer assister à un léger déclin des températures vers la fin de ce siècle. Vous serez mort. Moi aussi, normalement, je ne vous apprends rien ici. Ce n'est pas censé être une mauvaise nouvelle. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui sont nés au XXIe siècle, ou si certaines d'entre vous sont nés au XXIe siècle, eh bien, ceux-là, quand ils prendront leur retraite vers l'âge de 85 ans, eh bien, pourront passer une retraite paisible en voyant les températures baisser peu à peu. Ils pourront ensuite mourir l'esprit tranquille, satisfaits et soulagés de savoir que le changement climatique est désormais un problème réglé. Si par contre, vous comptez faire des enfants prochainement, je ne sais pas quels sont vos plans pour la soirée, le cocktail peut aider à certains rapprochements. Si vous comptez faire des enfants prochainement, les enfants qui naîtront en 2025, 2027 et les quelques années suivantes, par contre, eux, auront sans doute la chance, au moment où ils atteindront l'âge adulte, de voir une grande fête de rue partout dans le monde parce que nous aurons atteint la neutralité carbone au niveau mondial, ce qui devrait arriver vers le milieu du siècle si on fait ce qu'on doit faire, et ensuite pourront passer l'essentiel de leur vie d'adulte en voyant les températures décliner légèrement. Mais pour nous, pauvres mortels du XXe siècle, ça n'arrivera pas. Et ça, je crains hélas que ce soit quelque chose qui ne soit pas encore très bien entré dans l'esprit de tout le monde, parce qu'on parle encore volontiers de crise climatique. Et je sais que c'est un terme qui revient à l'envi dans les discours militants, politiques et médiatiques. On parle de crise climatique, évidemment, pour transmettre l'urgence de la situation et parfois l'impatience devant une certaine forme d'inertie. Mais le problème, si on parle de crise climatique, c'est aussi qu'on donne aux gens
l'idée que nous serions face à une période certes difficile, mais temporaire. Et qu'après la crise, il y aurait un retour à la normale. Et la grande difficulté quand on veut s'engager dans la transition, c'est d'accepter qu'il n'y aura pas de retour à la normale pour la bonne raison que la normale, elle ne se trouve pas derrière nous, elle se trouve devant nous, et c'est nous qui allons littéralement la forger par nos actions, par nos décisions. Et comme je le disais, je crains hélas que nous ne nous bercions d'illusions quant au fait qu'il soit encore possible de revenir en arrière. Vous vous souviendrez peut-être qu'au début de la crise du Covid, il y a 5 ans, on voyait fleurir dans la presse et sur les réseaux sociaux toute une série de tribunes ou de posts un peu interminables qui s'étonnaient, s'émouvaient ou s'alarmaient du fait qu'à l'évidence, face au Covid, on était prêt à prendre des mesures beaucoup plus drastiques, beaucoup plus contraignantes et beaucoup plus coûteuses que celles qu'on était prêt à prendre face au changement climatique. Et la conclusion de ces textes, qui étaient généralement accompagnés d'un petit dessin qui représente un village menacé par différentes vagues, c'était que si jamais nous prenions conscience collectivement de l'importance et de la gravité du changement climatique, alors sans doute que nous serions prêts à prendre des mesures aussi drastiques, aussi radicales que celles que nous prenions face au Covid. Eh bien, je crains hélas que c'était là une conclusion un peu simpliste et que si à l'évidence nous n'étions pas prêts à prendre face au changement climatique des mesures du même type que celles que nous prenions vis-à-vis du Covid, c'est avant tout parce qu'il s'agissait de 2 problèmes de nature fondamentalement différente. Ce qui a fait que, bon gré mal gré, en tant que société, nous avons accepté les mesures de lutte face au Covid, aussi contraignantes que ces mesures aient pu être, c'est évidemment parce que nous savions qu'il s'agissait de mesures temporaires et que l'application de ces mesures était la condition d'un retour à une vie normale. Si on avait dit aux gens, à l'entame de la crise, qu'ils allaient rester confinés chez eux pendant 25 ans, et que 25 ans plus tard, quand ils seraient enfin autorisés à sortir, le virus circulerait toujours, sincèrement, je n'aurais pas voulu être à la place du ministre de la Santé, qui aurait dû faire l'annonce en conférence de presse. Et on voit bien d'ailleurs que plus la crise du Covid s'étalait dans le temps, moins les mesures de lutte contre le Covid étaient acceptées par les gens, parce qu'on avait l'impression que des mesures qu'on avait acceptées temporairement devenaient de plus en plus pérennes. Or, comme je vous le disais, le changement climatique, ce n'est pas une crise dont nous allons pouvoir nous débarrasser. C'est une transformation profonde et durable des conditions de vie sur la planète, transformation à laquelle nous allons évidemment devoir répondre par des transformations profondes et durables de la manière dont nous organisons l'économie, la vie des entreprises et donc aussi la société. C'est fondamental. Toute entreprise qui aborderait aujourd'hui la question du changement climatique comme d'une crise passagère risque, à mon sens, de se trouver dans la situation de l'entreprise Kodak quand les premiers appareils photonumériques sont apparus sur le marché. Et c'est une histoire que vous connaissez peut-être. Quand les premiers appareils photonumériques sont apparus sur le marché, Kodak, qui était donc spécialisé dans la pellicule argentique, les patrons de Kodak se sont dit « c'est une mode, c'est un gadget, ça ne nous menace pas vraiment, nos fondamentaux sur l'argentique sont solides, on ne change rien ». Et puis la qualité des appareils photonumériques s'est améliorée et on a vu qu'il y en avait de plus en plus sur le marché. Et là, les patrons de Kodak se sont dit il faudrait quand même qu'on réfléchisse un peu à notre modèle d'affaires. Et ils ont commencé à développer des brevets également sur le numérique. Le problème, c'est que c'était trop tard. Et que du fait qu'ils n'ont pas compris que l'apparition des appareils photonumériques était une transformation profonde et durable de leur environnement d'affaires,
ils ont réagi trop tard et Kodak, vous le savez, n'est aujourd'hui plus que l'ombre de l'entreprise qu'elle était il y a encore 20 ou 30 ans. C'est pareil en politique. Quand je discute avec des élus, qu'ils soient élus au niveau local, national ou européen, je suis toujours un peu inquiet quand je me rends compte que leur principale préoccupation en matière de transition, c'est l'acceptabilité des mesures de lutte contre le changement climatique. C'est le premier mot qu'ils ont à la bouche. Comment rendre tout ça acceptable aux yeux de la population? Et je leur dis toujours, écoutez les amis, enfin c'est pas tous mes amis, mais écoutez, si votre préoccupation première, c'est de rendre ces mesures acceptables aux yeux des gens, sincèrement, on ne va pas aller très loin. On va faire quelques ajustements à la marge qu'on va accepter du bout des lèvres avec des pieds de plomb et dont on va chercher à se débarrasser à la première occasion venue, surtout si l'élection d'un président populiste aux États-Unis nous fournit cette occasion. Et c'est ça évidemment qui crée aujourd'hui ce sentiment d'hésitation, voire d'incertitude pour de nombreux citoyens et de nombreuses entreprises qui se demandent est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que nous ne sommes pas un peu les dindons de la farce? Et on a aujourd'hui, on le voit bien, un peu ce sentiment d'hésitation autour de la transition. L'enjeu fondamental, je crois, pour la transition, c'est de passer de l'acceptabilité à la désirabilité. Parce que la meilleure garantie que nous puissions avoir de tenir ces mesures dans la durée, c'est qu'il s'agisse de mesures transformatrices que nous décidions ensemble. Comment faire en sorte que la transition soit un choix collectif, que nous engagions collectivement? C'est pour ça, naturellement, que la question de l'urgence climatique est aussi une forme d'urgence démocratique, parce que plus nous allons attendre avant d'engager ces choix, ces transformations, eh bien, moins nous allons avoir le choix des transformations à engager. C'était donc le premier malentendu que je voulais dissiper. Nous ne sommes pas face à une crise, nous sommes face à une transformation profonde et de long terme. Le deuxième malentendu, c'est que nous sommes face à un problème graduel et non face à un problème binaire. Or, là encore, on a souvent l'impression d'être face à un problème binaire. Et toute une série de messages qui nous sont envoyés continuellement dans les médias nous donnent effectivement à penser que la situation est noire ou blanche, pile ou face. Est-ce qu'il est encore temps d'agir? Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce que tel COP peut encore sauver le monde ou peut encore sauver le climat? Tout ça nous donne l'impression qu'on est sur un champ de bataille face à une bataille qu'on va remporter ou qu'on va perdre. Or, la réalité, c'est que nous sommes face à un problème graduel où chaque dixième de degré d'élévation de la température va faire une énorme différence. Selon moi, le principal message du dernier rapport du GIEC, qui hélas n'a pas été le message le plus médiatisé, c'est que nous avons aujourd'hui absolument toutes les technologies, toutes les connaissances et même toutes les ressources financières qui doivent nous permettre d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire de garder la hausse de température moyenne mondiale bien en deçà de 2 degrés d'ici 2100. Nous avons toutes les connaissances, toutes les technologies et tous les moyens financiers qui doivent nous permettre d'y arriver. La question, c'est est-ce que nous allons avoir la volonté de déployer ces connaissances, ces moyens, ces technologies? Et pour ça, il est important de garder à l'esprit que nous sommes face à un problème graduel. En d'autres termes, je vous l'ai dit, les années 2025, 26, 27 et suivantes que nous ajouterons au graphe, ce seront également des années rouges. Mais par contre, nous avons encore la possibilité, et je dirais même la responsabilité, de déterminer
si ce seront plutôt des années rose pâle, rouge vif, carmin, grenat, écarlate, bordeaux, vermillon, cramoisi. Google vous fournira d'autres synonymes. Mais c'est nous qui allons déterminer si la hausse de température que nous connaîtrons de notre vivant, elle sera plutôt de l'ordre de +2, +3, +4 ou +5 degrés. Et c'est fondamental parce que tout va se jouer littéralement sur chaque dixième de degré d'élévation de la température. Ça veut dire que chaque action que nous allons engager, chaque décision que nous allons prendre, chaque initiative que nous allons lancer, chaque innovation que nous allons développer, tout ça va avoir une énorme importance. Et même une importance plus grande que vous ne l'imaginez au départ. Et singulièrement tout ce qu'on va faire au cours des prochaines années, parce que ça va être des décisions, des actions qui vont compter double, triple, quadruple. De la même manière que quand vous jouez au Scrabble, vous avez des positions sur le plan de jeu où les mots comptent double et où les lettres comptent triple. C'est pareil pour ce que nous allons décider dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça veut dire aussi, par corollaire, qu'il n'y a absolument aucune action face au changement climatique qui soit inutile. Tout va compter. Quelle que soit la taille de votre entreprise, tout va compter. Parce qu'on est face à un problème graduel. Et le problème, si vous pensez qu'on est face à un problème binaire, c'est que d'abord vous allez être à côté de la plaque d'un point de vue scientifique et donc vous allez avoir l'air ridicule lors de cocktails. Mais surtout, c'est encore un moindre mal ça, mais surtout, vous allez avoir tendance à vous décourager. Vous allez avoir tendance à considérer que votre action à votre niveau n'a guère d'importance. Que face à l'énormité du problème, votre impact est peu significatif. Et vous allez vous dire, à quoi ça sert que la France agisse? La France, c'est que X% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et aux États-Unis, ils ont élu Donald Trump, et donc ça ne sert plus à rien qu'on agisse. Vous allez vous dire, à quoi ça sert que mon entreprise agisse si nos concurrents font le contraire de ce qu'il faudrait faire? Quel est le sens que nous agissions si nos concurrents ne font pas pareil? Vous allez vous dire, à quoi ça sert que moi j'agisse à mon niveau personnel si mon voisin fait ceci ou si ma belle-sœur fait cela? Et vous allez trouver dans votre entourage, dans votre environnement et dans l'actualité, 1001 raisons de ne rien faire. Vous allez trouver 1001 signaux décourageants, et je vous concède que les signaux politiques du moment ne sont pas particulièrement encourageants. Mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est chacune de vos actions qui va être déterminante. Alors pourquoi est-ce que chaque dixième de degré d'élévation de la température va être déterminant? Et ce n'est peut-être pas naturel à imaginer. On se dit volontiers, attendez, 1 dixième de degré, c'est imperceptible à l'échelle humaine. Si je vous demande aujourd'hui quelle est la température extérieure à Nantes, je vais avoir autant de réponses que de gens dans l'auditoire et je serai incapable de le dire moi-même sans consulter mon téléphone. C'est un ressenti très subjectif. Et c'est pour ça que souvent, on a du mal à se dire qu'il y a une telle différence entre une hausse de température de 1,5 degré et de 2 degrés, par exemple. Sauf que ces hausses de température, elles ne sont pas mesurées par rapport à la température extérieure de Nantes. Elles sont évidemment mesurées par rapport à une moyenne annuelle mondiale, qui est une figure mathématique qui résulte de l'agrégation des données qui sont envoyées par des milliers, des millions de stations météo tous les jours dans le monde. Et chaque variation par rapport à cette valeur mathématique entraîne évidemment des conséquences démesurées aux 4 coins du monde. À l'heure où je vous parle, on estime que la température moyenne de la France
a déjà augmenté d'environ 2 degrés par rapport à son niveau d'avant la révolution industrielle. La moyenne annuelle mondiale, elle a augmenté de 1,3 degré. Et donc, quand on fait la traduction pour la France, il faut rajouter à peu près 50%, parce que la France est située en Europe, c'est-à-dire une région du monde où la température se réchauffe plus vite qu'ailleurs, notamment en raison du fait qu'on est sur Terre et que la température se réchauffe plus vite sur Terre que sur mer, en raison de courants atmosphériques et aussi en raison de mesures qu'on a prises pour lutter contre la pollution atmosphérique, qui font que d'une certaine manière, la couche de pollution nous protège moins de la chaleur. Et donc, ça veut dire que lorsque le gouvernement table sur une hausse de la température en France de 4 degrés d'ici 2100, ce n'est pas du tout un scénario catastrophe comme on l'a parfois entendu, c'est un scénario médian que je qualifierais de relativement optimiste parce qu'il correspond à une hausse de la température annuelle moyenne mondiale d'environ 2,6-2,7 degrés d'ici 2100, c'est-à-dire en gros ce à quoi on pourrait s'attendre si tous les gouvernements de la planète respectaient strictement les engagements pris dans les négociations internationales. En d'autres termes, ce qui se passerait si Donald Trump n'avait pas été élu, pour dire les choses crûment. Plus 4 degrés de variation de la température moyenne annuelle en France, c'est considérable. Quand on sait que la température moyenne annuelle du pays, pour le moment, elle est de 14 degrés. Donc ça veut dire que ça fait des écarts assez considérables. Et donc c'est pour ça, évidemment, qu'il y a aussi nécessité pour les entreprises, non seulement de voir comment elles peuvent réduire leur empreinte carbone, mais aussi de prévoir comment elles vont s'adapter aux impacts du changement climatique. Et cette question de l'adaptation, vous le savez, elle devient fondamentale. C'est un sujet qu'on a trop longtemps ignoré et pourtant c'est un sujet d'importance première pour les entreprises. Je me réjouis que la CCI propose aussi des diagnostics, non seulement en matière de bilan carbone, mais aussi en matière de vulnérabilité face aux impacts du changement climatique. Donc c'était le deuxième malentendu que je voulais dissiper avec vous. On est face à un problème graduel et non binaire, et donc ça veut dire que chaque action a une énorme importance. Le troisième malentendu est plus retors. Nous sommes face à un problème de stock et non face à un problème de flux. Ce qui cause, vous le savez, l'augmentation des températures, c'est l'augmentation continue des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Vous avez derrière moi un graphe qui montre l'élévation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui se mesure en parties par million, ppm. Et vous voyez que jusqu'à la révolution industrielle de la deuxième moitié du 19e siècle, on avait un taux qui était relativement stable, autour de 280 parties par million. Et puis, vers la fin du 19e siècle, ce taux a commencé à monter légèrement. Et puis, il a grimpé en flèche au sortir de la Seconde Guerre mondiale, au moment où Humble faisait paraître sa publicité. Et depuis, ce rythme ne s'est guère infléchi. Ce qui fait que ce taux de concentration grimpe continuellement, c'est le fait que les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère. Et s'ils s'accumulent dans l'atmosphère, c'est parce que la plupart d'entre eux, à l'exception du méthane, ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère. Si je prends le dioxyde de carbone, qui est le gaz à effet de serre qu'on émet dans les plus grandes quantités, sa durée de vie dans l'atmosphère se compte en plusieurs centaines d'années et peut même atteindre 4500 ans. Et c'est évidemment ça qui fait du changement climatique un problème profondément intergénérationnel, parce que la génération pendant laquelle le changement climatique s'est accéléré n'est pas celle qui va devoir le résoudre, ça c'est nous, et celle qui va devoir le résoudre n'est pas celle qui va voir directement les bénéfices de cette action climatique, ça ce seront les enfants que vous concevrez ce soir.
Ça veut dire, ce problème d'accumulation veut dire que même si nous baissons nos émissions, tant qu'il y a encore des gaz à effet de serre qui s'échappent dans l'atmosphère, eh bien ça suffit pour que le taux de concentration de ces gaz augmente continuellement. Si vous voulez, c'est comme si vous faisiez couler un bain dans une baignoire. Tant qu'il y a de l'eau qui sort du robinet, même si ce n'est plus qu'un mince filet d'eau, même si vous ralentissez le débit jusqu'à ce que ce ne soit plus que quelques gouttes qui sortent du robinet, eh bien ça suffit pour faire monter continuellement le niveau du bain. Et si vous coupez complètement l'arrivée d'eau, vous savez qu'il faudra encore quelques heures, sinon quelques jours, avant que l'eau ne commence à s'évaporer et que le niveau du bain ne commence à baisser. Eh bien, c'est exactement pareil avec les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'équivalent pour les gaz à effet de serre du moment où vous coupez l'arrivée d'eau du robinet, c'est le moment où nous atteignons la neutralité carbone au niveau mondial, c'est-à-dire le moment où la Terre retrouve un point d'équilibre entre les quantités de gaz à effet de serre que nous envoyons chaque jour dans l'atmosphère et les quantités de gaz à effet de serre que la Terre est capable d'absorber, notamment grâce aux forêts et grâce aux océans. Nous en sommes encore loin. Pour le moment, on émet à peu près 2 fois plus de gaz à effet de serre chaque jour que la Terre n'est capable d'en absorber. Mais, vous l'aurez sans doute lu, nous nous sommes fixés collectivement un objectif de neutralité carbone au niveau mondial, 0 émission nette, d'ici 2050. C'est l'objectif de l'Union européenne et de nombreux gouvernements, c'est l'objectif de la plupart des grandes multinationales, et surtout, c'est l'objectif sur lequel se sont accordés l'ensemble des gouvernements lors de la COP28 de Dubaï en 2023, un accord assez inespéré qui fixe ce calendrier d'atteinte de la neutralité carbone au niveau mondial. Nous en sommes encore très loin, mais faisons l'hypothèse, pour cette soirée, que nous allons effectivement atteindre la neutralité carbone en 2050. Ce serait formidable. Mais 2050, c'est dans 25 ans. Ça veut dire que pour les 25 prochaines années, nous allons baisser de plus en plus nos émissions, nous allons évidemment continuer à décarboner nos économies, mais pour autant, nous n'allons pas voir les températures baisser. Que du contraire, nous allons même continuer à voir les températures augmenter année après année. Et donc ça ne va pas être évident. Parce que si on ne voit pas les températures baisser, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont se demander de plus en plus bruyamment à quoi ça sert. Pourquoi est-ce qu'on fait ça si on ne voit pas les températures baisser? Et vous aurez même des légions entières de tocards sur les réseaux sociaux fièrement emmenés par Florian Philippot qui vont dire « Attendez, on baisse nos émissions et pourtant les températures continuent à augmenter. C'est donc que pour faire baisser les températures, il faut augmenter nos émissions. » Vous rigolez, mais soyez certains que ça va arriver. Et que nous, chercheurs, on aura beau arriver avec nos tableaux, nos tableurs Excel, nos graphes et nos courbes et dire aux gens si la situation s'améliore, on baisse nos émissions, on s'approche de la neutralité carbone, c'est possible. On aura beau dire tout ça, tant que les températures ne baisseront pas concrètement, ben ça va être compliqué en termes de message. Imaginez que, comme moi, vous cherchiez à perdre un peu de poids. Un rapide coup d'œil dans l'Assemblée m'informe que je suis le seul dans cette situation. Donc faites un effort d'imagination. Et imaginez que pour ça, vous soyez prêt à vous plier à un régime draconien. Vous ne touchez plus à une seule goutte d'alcool. Vous vous privez de dessert après chaque repas. Tous les matins, vous allez courir 10 km. Je ne fais rien de tout ça. Imaginez. Et imaginez que, même en vous pliant à ce régime draconien, chaque soir, quand vous montez sur la balance, vous avez encore pris un peu de poids. Je ne connais personne qui tient plus d'une semaine à ce régime. Certainement pas moi. Parce qu'évidemment, pour agir, on a besoin de voir les résultats concrets de nos actions, sinon c'est particulièrement démotivant. Et pour compliquer encore davantage la tâche,
non seulement il y a un décalage dans le temps entre nos actions et les conséquences climatiques de nos actions, mais par-dessus le marché, il y a aussi un décalage dans l'espace, parce que bien entendu, les impacts du changement climatique que nous allons connaître à Nantes ne dépendent pas uniquement des décisions qui vont être prises par les entreprises nantaises, ni des politiques publiques engagées par la mairie de Nantes. Bien entendu, ça dépend aussi de ce qui va se décider à Paris et à Bruxelles, mais aussi à Washington et à Pékin, et aussi par-dessus le marché, aussi au Caire, à Mexico, à Lagos, à Jakarta, et évidemment à Delhi. Sur le graphe qui est à l'écran, chaque petit carré représente 10 millions de tonnes de CO2. En 1800, on émettait 3 petits carrés, 30 millions de tonnes. Aujourd'hui, on a multiplié ça par un facteur 1000, puisqu'on émet à peu près 36 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Mais ce qui est important surtout, c'est la couleur des petits carrés. Parce que la couleur des petits carrés indique leur origine géographique. En 1960, l'Europe étant brun, l'Europe représentait 42% des émissions mondiales. 59 ans plus tard, l'Europe ne représentait plus que 15% des émissions mondiales, mais pas du tout parce que l'Europe avait dans l'intervalle baissé ses émissions. On voit bien qu'il y a plus de carrés bruns à droite qu'à gauche de l'écran, mais parce que d'autres régions du monde avaient considérablement augmenté leur part des émissions mondiales, et singulièrement l'Asie qui est représentée en jaune, et qui a carrément triplé sa part d'émissions, passant de 16 à 48%. Et pourquoi est-ce que l'Asie a tellement augmenté sa part des émissions mondiales? Tout simplement parce que dans l'intervalle, les pays asiatiques, à commencer par la Chine, se sont développés. Et que pour se développer, ils ont suivi exactement les mêmes trajectoires que celles que nous avions empruntées avant eux, c'est-à-dire des trajectoires fondées sur l'exploitation des énergies fossiles, du charbon, du pétrole et du gaz. Ils ont fait exactement comme nous. Et c'est pour ça, évidemment, qu'une partie de la lutte contre le changement climatique se joue aussi dans les pays du Sud, qui sont dans le bas du tableau et qui aujourd'hui ne sont pas de gros émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui risquent de le devenir demain s'ils suivent à leur tour la même trajectoire. Et évidemment, nous ne pouvons pas souhaiter que ces pays restent pauvres, et nous n'avons aucune légitimité, aucun droit à leur dire la manière dont ils devraient se développer. Et d'ailleurs, ces pays vivent assez mal quand on leur dit comment ils devraient se développer dans les négociations internationales, et on les comprend. Mais c'est pour ça, évidemment, qu'il faut travailler avec ces pays pour que leur développement soit le moins carboné possible, et c'est pour ça, évidemment, que toute l'assistance que nous allons porter aux pays du Sud, ce n'est pas de la charité, mais c'est aussi un investissement dans notre propre intérêt pour éviter que nos stratégies de décarbonation ne soient annulées par la hausse des émissions dans les pays du Sud. Et ça, c'est fondamental. Mais concrètement, à notre niveau, pour la transition, ça ne nous aide pas, parce qu'on a un décalage à la fois dans le temps et dans l'espace entre nos émissions et les impacts du changement climatique auxquels nous serons personnellement confrontés. Ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de ceux d'avant et de ceux d'ailleurs. Et ça, c'est évidemment extraordinairement compliqué. Et c'est ça qui souvent nous donne l'impression que si on veut agir pour le climat, c'est évidemment une noble aspiration, mais ça implique de devoir sacrifier un peu de ses propres intérêts, de devoir payer des coûts supplémentaires, de devoir faire des efforts, de devoir renoncer à des choses. En d'autres termes, on a l'impression que si on veut agir pour le climat, on doit sacrifier un peu de ses propres intérêts au profit des intérêts des autres, de gens qu'on ne connaît pas parce qu'ils ne sont pas encore nés ou parce qu'ils habitent très loin de chez nous. Et ça, il faut le dire, c'est une grande complication pour la transition. Après la dernière élection présidentielle, avec ma femme et nos enfants, on était allé passer quelques jours de vacances en Normandie.
Et sur la plage, nos enfants avaient joué avec les enfants d'un autre couple. Et on avait commencé à discuter avec ce couple. Puis, de fil en aiguille, on avait sympathisé avec eux. On avait réalisé qu'on logeait dans le même hôtel, qui était l'hôtel en face de la plage. Et une chose en entraînant une autre, on avait commencé à prendre l'apéritif avec eux, puis on avait dîné avec eux, on s'était arrêté là. Mais, au cours du dîner, comme nous étions en France, on avait évidemment discuté de politique. Et ce couple de nous dire tout de go pour qui ils avaient voté lors de l'élection. Ils avaient voté pour Yannick Jadot, le candidat écologiste, et pour Emmanuel Macron. Mais pas du tout parce qu'ils avaient des opinions politiques différentes. Au contraire, l'homme et la femme étaient parfaitement en raccord politiquement. Simplement, ils avaient décidé de faire un vote stratégique. Ils avaient considéré qu'en tant que couple, ils avaient droit à 2 voix, et donc ils avaient panaché. Et là, quand même, j'avoue que ça m'avait un peu surpris. Ils l'ont bien vu, parce que je leur ai dit, je comprends bien qu'on puisse hésiter entre 2 candidats de gauche ou entre 2 candidats de droite, mais quand même, si je peux me permettre, Yannick Jadot et Emmanuel Macron, malgré le respect que j'ai pour chacun d'eux, comment dire, c'était pas tout à fait le même programme à l'élection présidentielle quand même. Et leur réponse, je pense, met exactement le doigt sur le nœud de la transition. Ils nous avaient répondu ceci. Ils avaient dit oui, on comprend que notre choix puisse surprendre, et nous-mêmes, on a beaucoup hésité avant de choisir pour qui voter, parce que d'un côté, nous avons des enfants, on est très inquiets de la terre qu'on va leur léguer, on est très préoccupés par le changement climatique, la perte de biodiversité, tout ça. Et donc pour nous, c'était très important de voter pour le candidat écologiste, et on le voyait presque comme une sorte de devoir moral vis-à-vis de nos enfants. Mais d'un autre côté, nous deux, on travaille tous les deux dans la banque et la finance. Et donc, il fallait bien aussi qu'on veille à protéger nos propres intérêts. Et donc, on a aussi voté pour le candidat libéral qu'on estimait le mieux à même de veiller à nos intérêts à nous. Je comprends. On est tous tiraillés fondamentalement entre une préoccupation pour le changement climatique, qui est une préoccupation qui traverse toute la société française et même toute la société européenne. Sondage après sondage, entre 80 et 85% des Français se disent tracassés, voire très tracassés par les conséquences du changement climatique. Et on a la même inquiétude dans toutes les classes d'âge, dans toutes les classes sociales, dans tous les niveaux socio-professionnels, et même selon toutes les orientations politiques, l'électeur de LFI est quasiment aussi tracassé que l'électeur du RN par cette affaire. Pour autant, on voit bien que dès lors qu'il s'agit de discuter des solutions et de ce qu'il faut faire concrètement, là, ce consensus vole en éclats. Et le problème, c'est que nous ne parvenons pas véritablement à faire coïncider cette préoccupation pour une cause qui est importante à nos yeux avec nos intérêts. Et je pense que si nous voulons réussir collectivement la transition, il va falloir discuter de nos intérêts. Et c'est là, je crois qu'il faut reconnaître que nous avons souvent fait fausse route en matière de communication sur le sujet, parce qu'on a considéré, et dans les milieux écologistes c'est encore beaucoup le cas, on a considéré que discuter d'intérêts, c'était un peu un gros mot. Et donc on a eu un discours qui se fondait volontiers sur des principes moraux, il faut lutter contre le changement climatique pour les générations futures, parce que c'est notre devoir, et donc un discours qui était volontiers perçu comme culpabilisateur, et certainement pour une partie de la population qui n'avait pas trop le choix dans ses choix de consommation, de transport, de chauffage, etc. Ou alors, et ça reste le discours dominant aujourd'hui, un discours fondé sur la peur, qui va insister sur les risques associés à l'inaction, et qui va dire, si nous ne faisons rien, voilà tout ce qui va se passer, voilà les catastrophes qui vont déferler sur le pays. Si nous ne faisons rien, voilà les milliards d'euros ou de dollars que ça va coûter. Et tout ça est vrai. Et loin de moi ici l'idée de minimiser
les risques très importants qui sont associés à l'inaction. Mais par contre, on a très peu parlé des bénéfices qui sont associés à l'action. Pourquoi est-ce que nous pouvons trouver un intérêt à agir et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour moi, pour mon entreprise, pour la France ou pour l'Europe? Et là, je pense que si nous parvenons à faire coïncider cette cause qui nous tient à cœur et qui nous préoccupe avec nos intérêts, c'est-à-dire avec ce qui nous fait agir, nous pouvons réussir la transition. Et voilà 3 leviers que je voulais vous présenter et qui permettent, à mon sens, d'y arriver. 3 leviers qui sont véritablement à la portée des entreprises. Premier levier, c'est celui de la trajectoire. Aujourd'hui, l'essentiel de nos objectifs en matière de décarbonation sont formulés sur des horizons de moyen ou de long terme. On se dit moins X% d'émissions d'ici 2030, neutralité carbone en 2050, plus de degrés maximum en 2100. Et ces objectifs sont évidemment très importants de manière à pouvoir définir des stratégies et des politiques, mais ils emportent aussi 3 effets pervers. Le premier effet pervers, il est illustré à l'écran, c'est un effet de dilution de responsabilité. Il y a quelques mois, le Financial Times s'est amusé à compiler les objectifs de neutralité carbone de plusieurs grandes multinationales avec la durée moyenne que passait un PDG à leur tête. Prenez la première ligne du tableau, LafargeHolcim, grande multinationale franco-suisse, numéro 1 mondial du ciment. Le ciment, c'est à peu près 6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc la stratégie de décarbonation de Lafarge, autant dire qu'elle est très regardée. Et donc LafargeHolcim s'est donné un objectif de neutralité carbone pour 2050. Très bien. Le problème, c'est qu'au rythme actuel, Lafarge aura épuisé 13 PDG d'ici 2050. Alors, est-ce que le PDG numéro 12 se sentira lié par les objectifs de décarbonation pris par la PDG numéro 7, qui elle-même avait été rappelée en urgence par le conseil d'administration après que le PDG numéro 6 avait mis les comptes de la boîte dans le rouge? Ce n'est pas garanti. Idem en politique, bien entendu. Quand les chefs d'État signent l'accord de Paris il y a 10 ans et s'engagent sur une hausse maximale de la température moyenne mondiale en 2100, ils savent évidemment très bien qu'ils seront tous morts en 2100 et qu'il n'y aura aucun député d'opposition qui menacera de censurer le gouvernement en 2099 parce que les objectifs n'ont pas été atteints. Et donc, le premier problème associé à ces objectifs de moyen et de long terme, c'est souvent un problème de dilution de responsabilité, notamment en entreprise, c'est que souvent, vous allez passer la patate chaude à celui ou à celle qui viendra après vous. Deuxième effet pervers, c'est un effet de procrastination. Quand je donne un devoir à faire à mes étudiants, leur première, immédiate et systématique réaction, c'est toujours d'essayer de négocier avec moi la date de rendu la plus éloignée possible dans le futur. Et quand ils voient que je suis un peu réticent, toujours et systématiquement, ils adoptent la même stratégie. Ils viennent me voir à mon bureau, ils prennent une toute petite voix, ils disent « Mais monsieur, comme ça on aura plus de temps pour travailler. » Quand même, ne me prenez pas pour un idiot. J'ai été étudiant avant vous. Je sais très bien que ce devoir, vous allez le faire à la dernière minute, le week-end avant la date de rendu. Et donc, convenons ensemble que ce devoir, vous me le rendez lundi prochain, comme ça vous le faites ce week-end, et puis on passe à autre chose. Ça ne marche jamais. Et ça ne marche jamais parce que la taille du devoir de mes étudiants reste la même, quelle que soit la date de rendu. Si je disais à mes étudiants que la taille de leur devoir doublait pour chaque semaine supplémentaire de délai, là par contre, je pense qu'une partie significative de la classe serait tout à fait d'accord de me rendre le devoir lundi prochain. Et le problème, quand on se fixe des objectifs à 2030, 2050 ou 2100, c'est qu'il y a toujours d'autres urgences.
il y aura toujours quelque chose de plus urgent. Que ce soit au niveau d'un gouvernement ou d'une entreprise, il y aura toujours une crise ici ou là-bas, il y aura toujours une inflation à maîtriser, il y aura toujours des comptes publics qu'il faut faire revenir à l'équilibre, etc., etc. Et tout ça, ce sont des priorités et des urgences absolument légitimes, mais le problème, c'est qu'elles vont nous conduire à retarder notre action et que chaque année qui passe, c'est une année avec des milliards de tonnes de gaz à effet de serre qu'on aura beaucoup de mal à récupérer dans l'atmosphère. Et c'est donc une année qui rend la résolution du problème beaucoup, beaucoup plus compliquée. Et le troisième effet pervers, qui est sans doute le plus délétère, c'est un effet de démotivation. Ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, ce n'est pas une certaine forme de climato-scepticisme, c'est plutôt une certaine forme de climato-défaitisme. C'est tous les gens qui vous disent qu'on ne va pas y arriver. C'est tous les gens qui disent que la transition n'aura pas lieu, que c'est impossible, blablabla, blablabla, blablabla. Et je pense que ce qui explique beaucoup cette sorte de défaitisme ambiant qui gagne les rangs de beaucoup dans la population, c'est le fait qu'on a parfois dessiné des objectifs de long terme qui étaient un peu comme des horizons sans tracer le chemin qui nous emmenait vers cet horizon. Et que, faute de chemin, on a volontiers l'impression que plus on avance, plus l'horizon s'éloigne de nous. Et c'est pour ça qu'il est fondamental, non seulement évidemment de se fixer des objectifs de moyen et de long terme, mais également de se demander où voulons-nous être la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Quelle est la trajectoire que nous allons suivre pour cela? Et c'est fondamental au niveau des entreprises, de manière à pouvoir corriger le tir en cours de route si vous voyez que vous déviez de votre trajectoire, et surtout de manière à ce que votre action soit balisée au cours du temps. Et chacune de ces balises, ce sera une petite victoire qui vous convaincra que vous pouvez y arriver et qu'on peut même revoir à la hausse nos objectifs et nos ambitions. Et c'est pour ça qu'en plus de nos objectifs, il faut une trajectoire. Deuxième levier, la publicité. Alors, ça peut vous paraître un peu curieux qu'un chercheur sur le climat se lance ici dans une grande défense de la publicité, mais il est essentiel de faire savoir ce que vous faites. À Nantes, comme à Paris et comme dans toutes les grandes villes, vous avez évidemment de plus en plus de vélos. Et on voit bien que les vélos ont considérablement transformé la mobilité urbaine ces dernières années, au point qu'à Paris, il y a désormais davantage de cyclistes que d'automobilistes. Cette transformation de la mobilité urbaine, elle doit beaucoup à une initiative prise par la mairie de La Rochelle dans les années 70, où la mairie de La Rochelle, dans les années 70, a l'idée de proposer pour les Rochelais et les Rochelaises un système de vélo en libre service. Et à l'époque, personne n'est prêt à miser un copec sur l'idée. On est dans les années 70 et donc les seuls cyclistes, c'est les coureurs du Tour de France. On pense que ça ne va jamais marcher, que les gens ne feront jamais de vélo, que les vélos seront volés ou vandalisés. Ça ne va pas marcher. La mairie s'accroche et va mettre en place le système qui va être un énorme succès. Un succès tel qu'on va pouvoir piétoniser certaines rues du centre-ville et un succès tel qu'il va commencer à être regardé par d'autres villes. Et c'est comme ça que la mairie de Rennes va se dire on pourrait faire pareil à Rennes. Nouveau succès à Rennes. Ensuite à Lyon, nouveau succès à Lyon. Et comme souvent, Paris va copier Lyon, va trouver un modèle économique pour le truc et va lancer les Vélib il y a maintenant une douzaine d'années. Et quand les Vélib sont lancés à Paris, c'est l'engouement général. Tout le monde veut essayer ces fameux Vélib. Et tout le monde, ça veut dire tous les Parisiens, mais aussi tous les touristes.
Et comme Paris est la première destination touristique mondiale, ce sont bientôt des milliers, sinon des millions de touristes qui vont faire du Vélib et qu'une fois rentrés chez eux vont se dire on pourrait faire pareil dans notre ville. Et c'est comme ça qu'en l'espace de 2 ou 3 ans, toutes les grandes capitales et même des villes de moyenne importance vont mettre en place un système comparable à celui des Vélib. Et c'est comme ça que de plus en plus de gens vont se mettre à faire du vélo. Et c'est comme ça que de plus en plus de gens vont se dire que finalement, ils pourraient aller au travail à vélo, qu'ils pourraient acheter un vélo, qu'ils pourraient faire plein de trucs à vélo. Vont demander à leur mairie de mettre en place de plus en plus de pistes cyclables, etc. etc. Eh bien, sincèrement, si on avait dit aux Rochelais et aux Rochelaises qui pédalaient dans les années 70 sur leur vélo en libre-service que leur système allait faire des émules et allait transformer la mobilité urbaine de New York à Shanghai quelques décennies plus tard, je ne suis pas sûr que tous y auraient cru. Mais ça montre bien le pouvoir de transformation qu'a une initiative, même très locale. C'est pas faire injure aux Rochelais que de dire que leur ville n'est pas exactement une mégapole à l'échelle mondiale, que même une petite ville, même une petite entreprise, si elle fait la publicité de son initiative, a le pouvoir d'actionner un levier fondamental pour la décarbonation. Et je pense que ça, c'est absolument fondamental. Comment allons-nous pouvoir nous inspirer les uns des autres? Et quand je visite des entreprises en France ou en Europe, je suis quand même frappé du nombre d'entreprises qui s'engagent, qui prennent des initiatives parfois courageuses, qui sont prêtes à réinventer leur modèle d'affaires ou qui développent des innovations parfois assez stupéfiantes, et on en a vu certaines au salon Change Now il y a quelques jours à Paris. Alors bien entendu, il y a aussi des entreprises qui sont immobiles ou d'autres qui marchent à reculons. Mais il y en a beaucoup qui avancent ou qui veulent avancer. Et quand je vois tout le temps et l'énergie que nous passons, notamment sur les réseaux sociaux, à vilipender et à stigmatiser ceux qui n'avancent pas ou ceux qui reculent, je me dis que si nous étions capables de consacrer ne serait-ce qu'une fraction de ce temps et de cette énergie à valoriser aussi ceux qui avancent et veulent avancer, à les récompenser, à les valoriser, nous ferions des pas de géant parce que nous serions capables de nous inspirer davantage les uns des autres. Et ça me paraît tout à fait fondamental. Que ce que vous faites à votre niveau, vous en fassiez la publicité. Faites-le connaître, faites des posts sur LinkedIn, concourez dans des concours de trophées ou de prix. Ce n'est absolument pas puéril, c'est très important parce que ça permet de vous faire connaître. Et je crois que, sincèrement, vous avez la chance à Nantes d'avoir un vivier d'entreprises très innovantes avec plein d'idées, plein d'engagements. Je vois Thomas Matagne qui est au premier rang, Ecof qui développe des lignes de covoiturage. C'est potentiellement aussi un système qui a la capacité de transformer considérablement la mobilité en faisant de la voiture une sorte de transport en commun qui permette d'amener les gens depuis des zones peu connectées par les transports en commun sur leur lieu de vie, sur leur lieu de travail. C'est des choses comme ça qu'il faut absolument valoriser et qu'il faut faire connaître de manière à ce que ce qui est au départ une idée locale, l'initiative d'une petite entreprise, puisse demain être un levier de transformation à l'échelle du monde. Et c'est pour ça qu'il est tellement important, surtout dans le moment présent où beaucoup de gens doutent un peu de notre capacité à réussir la transition, c'est pour ça qu'il est absolument fondamental de faire la publicité de ce que vous faites. Et donc vraiment, il y a cet enjeu de valorisation de ce qu'on fait qui me paraît fondamental. Dernier levier, et je vais terminer par celui-là parce que je vois que j'ai déjà débordé. Dernier levier, mais qui est peut-être le plus important, c'est le levier du projet. Aujourd'hui, on a cette idée selon laquelle, cette idée qui est très répandue selon laquelle la transition serait une contrainte qui nous tombe dessus et qui nous pèse sur les épaules. Et c'est vrai que la manière dont on va en parler, on va toujours en parler comme d'une liste de choses dont nous n'avons pas envie.
ce sont des efforts à entreprendre, ce sont des coûts supplémentaires à supporter, ce sont des renoncements à accepter, ce sont des sacrifices auxquels consentir. Personne n'a envie de ça. Moi le premier. Et je crois que si nous voyons cette transition comme une contrainte qui nous pèse sur les épaules, c'est avant tout parce qu'on a une idée assez nette du monde dans lequel nous ne voudrions pas vivre. On sait le chemin que nous ne voulons pas emprunter, on sait là où nous ne voulons pas habiter, c'est le monde qui est décrit par les rapports du GIEC et par les travaux scientifiques. C'est un monde ravagé par les impacts du changement climatique où la biodiversité a quasiment complètement disparu. Mais par contre, nous ne savons pas exactement ce que nous voulons mettre en face. Au fond, dans quel monde voulons-nous exactement habiter? À quoi est-ce que ça ressemblerait une économie décarbonée? À quoi ça ressemble un monde post-fossile? Et le problème, c'est que parfois, comme on ne le voit pas encore très bien concrètement, on en reste au niveau de l'incantation, du grand récit, etc., etc. Et donc, de ce fait, on va avoir plusieurs imaginaires qui vont entrer en concurrence dans le débat public. Un imaginaire un peu techno-solutionniste ou techno-futuriste, où on vivrait tous dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre piloté par Elon Musk. Un imaginaire un peu janséniste, où la vie serait faite de privations, de limitations, de quotas et de restrictions. Un imaginaire un peu bobo naïf, où Max et Lily font du vélo tout nus dans un champ de coquelicots, avant de retourner à leur repas de permaculture et d'aller vendre leur production sur le marché bio-local. Et chaque imaginaire va évidemment toucher une catégorie de la population, mais concrètement, on a encore un peu de mal à voir à quoi ça ressemblerait concrètement cette économie décarbonée. Et j'ai l'impression que notre état d'esprit vis-à-vis de ça est un peu comparable à l'état d'esprit des Parisiens au début du mois de juillet, à l'approche des Jeux Olympiques. Vous vous souvenez certainement de cette période. À Paris, début juillet, plus personne ne voulait entendre parler de ces maudits Jeux Olympiques. Ça allait être un fiasco. On n'allait jamais y arriver. De toute façon, on aurait dû savoir depuis le départ que la France est complètement incapable d'organiser ce genre d'événement. Rien n'allait. Les chantiers n'étaient pas terminés, il y avait des embouteillages à n'en plus finir, les touristes n'arrivaient pas, on avait des problèmes d'organisation, de sécurité, c'était scandale après scandale. À en croire les sondages, une majorité des Parisiens regrettaient amèrement que leur ville se soit un jour portée candidate à l'organisation de ces maudits Jeux Olympiques qui allaient être le fiasco du siècle. Et donc logiquement, une partie des Parisiens choisissait prudemment de se retirer à la campagne pour ne pas assister à ce désastre de leurs propres yeux et pour voir tout ça de très loin à la télévision. Et puis la cérémonie d'ouverture a commencé. Et cette cérémonie d'ouverture, elle n'avait pas commencé depuis 5 minutes, que tout le monde a bien compris que ces Jeux n'allaient pas du tout être un fiasco, mais au contraire, allaient être une énorme réussite, un moment de grande fierté collective, une parenthèse à chanter, comme l'a même dit la presse, et que ces Jeux allaient en fait être très très réussis et un grand motif de fierté. Et les Parisiens qui s'étaient retranchés à la campagne ont commencé à se mordre les doigts en se disant que ce n'était pas là la décision la plus intelligente qu'ils avaient prise, ou alors à les utiliser pour chercher frénétiquement sur Internet les derniers billets disponibles et rentrer dardard à la capitale. On a bien vu que pour que notre état d'esprit face à ces Jeux Olympiques dont on nous parlait, rabâchait les oreilles depuis des mois et des mois, que pour que notre état d'esprit change du tout au tout, il a fallu, comme saint Thomas, que nous voyions concrètement à quoi ça allait ressembler. Et c'est là que le rôle des entreprises va être absolument fondamental parce que ça va nous permettre de dépasser nos imaginaires, parce que ça va nous permettre de dépasser le stade des récits, des incantations, pour entrer dans le concret. Et dès qu'on va entrer dans le concret, eh bien, les gens vont réaliser qu'en fait, nous avons intérêt à cette transition. Qu'on y a intérêt sur le plan personnel parce que des transports décarbonés, c'est aussi des transports plus confortables, plus fiables, moins onéreux.
Parce que des logements décarbonés, c'est aussi des logements plus confortables, moins énergivores, qui sont davantage protecteurs. Qu'une alimentation décarbonée, c'est aussi une alimentation plus saine et meilleure pour la santé. Et qu'en réalité, au niveau individuel, il y a plein de bénéfices que nous pourrons trouver à la décarbonation. Je prends encore l'exemple des COV et de ces lignes de covoiturage. Il est certain que les gens qui adoptent ce système voient bien l'intérêt qu'ils y trouvent, qu'ils dépensent moins en carburant, qu'ils ont un système fiable pour les emmener de chez eux jusqu'à leur lieu de travail ou là où ils doivent faire leurs courses, etc. Et qu'en fait, c'est une solution qui concrètement est avantageuse pour eux. J'ai aussi été très marqué, et pardon de prendre un autre exemple dans le domaine des transports, par une étude qui revenait sur les motivations des gens qui allaient en vélo au travail. Et en fait, la plupart des gens qui vont au travail en vélo ne le font pas du tout pour faire baisser leur empreinte carbone. Ils le font avant tout pour faire un peu d'exercice chaque jour, pour passer moins de temps dans les embouteillages, pour toucher une prime de leur patron, pour impressionner la collègue avec qui ils espèrent sortir. Il y a plein de raisons qui font que les gens prennent le vélo pour aller au travail. Et oui, ils sont contents de savoir qu'à côté de ça, ça leur permet de réduire leur empreinte carbone, mais ce n'est pas le déterminant principal. En d'autres termes, vous pouvez parfaitement être climato-sceptique et aller quand même au travail à vélo. Au niveau d'une entreprise, il y a également des bénéfices qui sont tout à fait essentiels. À la fois dans la capacité à recruter ou à retenir de nouveaux collaborateurs, et je sais pour enseigner à HEC, à Sciences Po, à quel point cette question est importante pour les futurs diplômés. Ça peut vous aider aussi à aller sur de nouveaux marchés ou à répondre à de nouvelles demandes ou de nouveaux besoins des consommateurs. Et plus fondamentalement, dans une économie du XXIe siècle qui sera de plus en plus décarbonée et de plus en plus circulaire, les entreprises qui seront les premières à s'engager seront aussi évidemment les entreprises qui seront gagnantes dans cette économie. Seront aussi les entreprises qui pourront embarquer dans les wagons de tête, voire même carrément dans la locomotive de cette économie. Et lorsque le train sera lancé à pleine vitesse, ces entreprises-là seront gagnantes. Et celles qui, par contre, auront hésité, auront attendu, risquent bien de ne pouvoir monter que dans les derniers wagons, voire même de rester carrément à quai. On le voit dans plein de domaines. Si je prends le secteur de l'automobile, on voit bien que les entreprises qui ont investi les premières dans la mobilité électrique seront clairement les entreprises qui vont le mieux s'en sortir parce que le futur de la voiture sera électrique, même si la voiture électrique n'est pas à elle seule le futur des transports. Et c'est vrai dans n'importe quel secteur d'activité. Et c'est pour ça que moi, je suis très inquiet sincèrement pour l'économie américaine, de la voir aujourd'hui revenir en arrière, de la voir revenir au charbon, alors que si la Chine investit massivement dans les voitures électriques ou dans l'énergie solaire, ce n'est pas parce que le Parti communiste chinois est soudain devenu écolo, c'est évidemment parce que la Chine a bien compris que ce seraient les secteurs porteurs de l'économie de demain dans lesquels elle voulait évidemment assurer sa supériorité et sa maîtrise. Et c'est aussi, je crois, dans l'intérêt de la France et de l'Europe que de se positionner aux avant-gardes de ce secteur. À ce moment où on se dit, est-ce que vraiment c'est la peine qu'on continue avec le pacte vert? Est-ce qu'on ne va pas être le seul si jamais les États-Unis reviennent en arrière et si potentiellement d'autres pays reviennent en arrière? Je considère personnellement que ce pacte vert, c'est la chance de l'Europe et notamment dans l'intérêt de ces industries et de ces entreprises. Quel est un élément clé aujourd'hui qui freine la compétitivité des entreprises européennes? C'est le prix de l'électricité, qui est 2 fois plus cher qu'aux États-Unis, où l'électricité est elle-même 2 fois plus chère qu'en Chine. Et donc, on a un rapport de 4 à 1 avec le prix de l'électricité en Chine. C'est évidemment pour ça que Donald Trump veut faire du drill, baby drill, pour essayer de faire baisser au maximum les prix de l'énergie et attirer un maximum d'industries aux États-Unis. Le problème en Europe, c'est que même si nous voulions faire du drill, baby drill, on ne va pas trouver grand-chose.
nous n'avons presque plus de charbon, pas de pétrole et presque pas de gaz. Ça veut dire que si nous voulions miser sur les énergies fossiles pour faire baisser le prix de l'électricité pour nos entreprises, ça voudrait dire qu'il faudrait soit acheter du gaz aux Russes, soit acheter du pétrole aux États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'en ce moment, on ait très envie de faire l'un ou l'autre. Mais par contre, la chance que nous avons en Europe, c'est notre capacité à produire de l'électricité et de l'énergie décarbonée avec le nucléaire et les renouvelables. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, à mon sens, accélérer à fond sur ce pacte vert européen, parce que c'est une question d'intérêt stratégique et géopolitique de l'Europe par rapport à des puissances fossiles qui, aujourd'hui, ne sont plus nos alliés et sont même des régimes hostiles à l'Union européenne. Et je crois que dès l'instant où nous parviendrons à montrer concrètement à quel point nous avons intérêt à la transition, que ce soit au niveau individuel, au niveau de nos entreprises, au niveau de notre pays ou de notre continent, là, nous allons actionner quelque chose de fondamental parce que c'est à partir de ce moment-là que la transition ne sera plus perçue comme une contrainte qui nous tombe dessus et qui nous divise, mais qu'au contraire, nous allons pouvoir faire de la transition un projet, un vrai projet économique qui soit un nouveau modèle économique et par là même devienne aussi un nouveau contrat social et un renouveau démocratique. Et c'est là, sincèrement, que les entreprises détiennent la clé de la transition parce qu'elles ont la possibilité de l'incarner concrètement pour les gens par des réalisations, parce que c'est comme ça que les gens pourront voir à quel point la transition peut être un projet qui nous donne envie d'en faire le plus possible et non plus une contrainte qui nous divise, mais au contraire un projet qui nous rassemble. Et il me semble que dans le moment présent, c'est quelque chose dont le pays et l'Europe auraient grand besoin. Voilà, merci beaucoup. Un, deux, oui. Bonsoir à tous. Merci beaucoup François de cet exposé. On a vraiment envie d'en savoir plus. Donc on a prévu des micros pour poser des questions, si chacun a pu réfléchir pendant toute cette conférence à quelles questions poser. En tout cas, nous on a envie de dire concrètement, et tu as commencé à l'évoquer, quelles sont les actions concrètes que chaque petite entreprise peut réaliser, à part faire de la pub, mais faire de la pub, comment on fait de la pub sur la transition pour faire une première question? Il y a plein de moyens. D'abord, c'est important de dire qu'aucune entreprise n'est trop petite pour ça. Et vous offrez, et on les a vus tout à l'heure, toute une série de modules, etc., qui permettent à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, de s'engager dans cette démarche. Et puis, ça va parfois être des petites choses, des petits processus. Et parfois, je sais que les entreprises vont, quelque part, avoir parfois un peu honte de le mettre en avant et vont se dire finalement, c'est pas grand-chose ce qu'on a fait par rapport à tout ce qui reste à faire ou par rapport à notre passif. C'est important, je pense, de communiquer de façon transparente et honnête en disant voilà d'où l'on vient, voilà où on veut aller et voilà où on en est aujourd'hui et où on prévoit d'être l'année prochaine. Et donc, pour faire de la publicité, d'abord, il y a les réseaux sociaux, LinkedIn et d'autres qui permettent de le faire et qui permettent d'en engager d'autres. Il y a aussi, je pense, des forums comme ceux organisés par la CCI, par la Convention des entreprises pour le climat et par de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place et qui rassemblent les entreprises. Et je crois que c'est très important que les entreprises puissent échanger sur ce qu'elles ont réussi à faire, sur ce qu'elles ont échoué, sur leurs difficultés, etc. Je les invite aussi à concourir dans des cérémonies de prix ou de trophées. Et j'encourage la CCI à en organiser ou à se mettre avec d'autres acteurs pour organiser des cérémonies qui sont importantes parce que ça permet de valoriser, de reconnaître l'engagement des entreprises. Et vraiment, il y a énormément de façons de faire de la publicité. Ce n'est pas juste acheter des spots de pub sur TV Nantes, c'est aussi dans la manière dont on va communiquer concrètement. Des questions. Une question. Pour rebondir sur ce sujet, j'avais une discussion avec un industriel dans le sud de la France qui justement estimait qu'il ne pouvait pas faire la publicité de ces petites actions qu'il faisait parce qu'il faisait importer ses matières premières de Chine, etc. Et du coup, il avait peur du greenwashing. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Je pense qu'aujourd'hui, le phénomène qu'on appelle le greenwashing,
c'est-à-dire l'inverse du greenwashing, le fait de se taire, de ne pas communiquer sur ses engagements, est peut-être plus dommageable encore que le greenwashing. Alors le greenwashing est évidemment une pratique condamnable et malhonnête, mais le greenwashing, à mon avis, est encore pire, parce que d'une part, il donne l'impression que l'engagement écologique serait quelque chose de honteux, qu'il faudrait taire et cacher, et que surtout, il y a une dimension très collective dans la transition. C'est que si les gens ont l'impression que les entreprises ne font rien, eh bien évidemment, ils ne vont rien faire eux-mêmes. Et il y a une grosse attente aussi par rapport à l'action des entreprises. Et donc je crois qu'il faut pouvoir le dire de façon honnête, en disant, voilà, il y a encore plein de choses sur lesquelles on voudrait travailler, dans le cas l'importation de matières premières de Chine ou que sais-je. Mais voilà les premiers pas que nous prenons, et c'est une trajectoire dans laquelle on s'engage. Et souvent, c'est en commençant par des petites choses qui ont l'air parfois un peu insignifiantes et dont on est parfois presque un peu gêné, qu'on va en fait amener à d'autres choses, qu'on va amener la réflexion sur d'autres modèles et qu'on va faire pivoter et évoluer l'entreprise. Merci. D'autres questions? Une question là-bas. Mais si vous voulez, je viens chez lui et on en parle avec lui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Gémen. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis Marc, je suis consultant en développement durable et je suis venu de Paris pour vous écouter. Ah ben, Je fais partie de ça ces m'arrive Parisiens. de parler à Paris aussi. Hein. Non, j'ai eu justement grâce à LinkedIn. Vous suivez exactement ce que vous avez dit puisque vous avez fait de la publicité sur votre intervention. Je vous ai suivi. Je fais partie de ces Parisiens qui étaient très craintifs des JO. Je suis resté à Paris et j'en ai profité. J'ai pas mal de questions pour vous, mais je vais me focaliser sur une question par rapport, peut-être deux. Premièrement, les incertitudes liées au changement climatique. Je voudrais avoir votre avis sur l'intérêt pour vous, en tant que chercheur et spécialiste, de aussi parler des incertitudes par rapport aux conséquences du changement climatique et même les incertitudes liées à l'augmentation de température. Moi, ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas forcément l'augmentation de température, parce que je pense qu'on pourra s'adapter en tant qu'humain. Par contre, quand on dit qu'on ne sait pas du tout où on va et qu'on ne sait pas si ça va être 3, 4, 5, 6 degrés, et que peut-être que les modèles vont être dépassés par des phénomènes météorologiques qu'on n'aura pas connus, j'aimerais avoir votre avis sur ces incertitudes et le fait de le communiquer au public quand on leur parle de changement climatique. Merci. Et j'ai une deuxième... non, alors on peut... Non, alors, envoyez la deuxième. Ok, c'est sur les actions. Ça va être très court. Je suis venu de Paris, j'ai pris le tramway, super transport à Nantes. C'était un peu long quand même, un peu loin. J'aimerais avoir votre avis sur l'étalement urbain et son impact sur le changement climatique. Merci beaucoup. Alors, sur la première question, sur les incertitudes concernant les hausses de température et les impacts associés, c'est vraiment un des axes majeurs du travail au sein du GIEC, où en fait, aujourd'hui, la plupart du travail au GIEC, en tout cas sur ce volet-là, c'est d'essayer de réduire au maximum les incertitudes et d'essayer dans les scénarios de préciser, je dirais de la façon la plus exacte possible, les températures vers lesquelles on se dirige. La difficulté, c'est que si on communique trop sur les incertitudes avec une trop large gamme de températures, ça a tendance à paralyser l'action. C'est pour ça, par exemple, qu'au moment de faire ce plan d'adaptation, le gouvernement a choisi de tabler sur 4 degrés. Et certains, enfin, sans révéler ici des secrets de politique publique, certains proposaient qu'on devrait faire un scénario à plus 3, un scénario à plus 4, un scénario à plus 5, un scénario à plus 6. Et en fait, la logique du gouvernement, c'est de dire le problème, c'est que si on fait plusieurs scénarios à plus 3, plus 4, plus 5 ou plus 6, personne ne va rien faire. Et ça ne va pas du tout enclencher l'action parce que les gens vont se dire attendons d'être plus sûrs de savoir exactement vers quelle température on va aller avant de faire ses choix. Et donc l'idée de choisir à un moment donné 4 degrés, c'est aussi d'enclencher l'action et donc de réduire quelque part cette incertitude. La difficulté qu'on a, nous, évidemment, c'est qu'on n'est pas décideur et qu'on est chercheur scientifique et que donc on doit évidemment communiquer sur ces incertitudes, sans compter qu'à côté de ce qu'on sait et qu'on ne sait pas, il y a aussi ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et évidemment, ça, c'est encore plus compliqué. Un des gros points d'incertitude, notamment aujourd'hui, c'est la question de ce qu'on appelle les seuils de rupture, c'est-à-dire le moment où le changement climatique
devient binaire, en quelque sorte. Le moment où on atteint des seuils où le système climatique bascule brutalement d'un état vers un autre et de façon malheureusement irréversible. C'est une des raisons pour laquelle on a choisi 2 degrés comme la température limite à ne pas dépasser dans l'accord de Paris, parce qu'en dessous de 2 degrés, on pouvait garantir, avec un relativement fort niveau de certitude, qu'on n'atteindrait pas ces seuils de rupture, ces points de bascule. Mais évidemment, si on dépasse les 2 degrés, chaque dixième de degré où on dépasse les 2 degrés nous rapproche de ce risque de basculement, etc. Et donc, je dirais, face à ces incertitudes, je crois que c'est très important que les rapports du GIEC et les travaux scientifiques puissent continuer à faire l'état de ces incertitudes. Mais je crois que c'est aussi la responsabilité du décideur, du politique, que de dire à un moment donné, voilà, nous allons choisir tel scénario, de manière à pouvoir engager l'action, quitte à adapter et à réévaluer ce scénario en cours de route. Mais l'importance de choisir un scénario est grande parce que ça permet d'engager l'action. Maintenant, sur les questions d'étalement urbain, nous avons promu en France, et pas qu'en France, pendant des années, un modèle d'étalement urbain pendant très longtemps. Et c'est ce qui a conduit beaucoup à acheter des pavillons ou des petites maisons en zone périurbaine qui souvent n'étaient pas desservies par les transports en commun. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont coincés avec leur voiture et n'ont pas d'autre système de transport que d'utiliser leur voiture individuelle. Idéalement, si on ne considérait que le changement climatique, dans un monde idéal, il faudrait faire un immense gratte-ciel au centre de Nantes et mettre tout le monde, tous les Nantais dans ce gratte-ciel. Alors, ce n'est pas forcément souhaitable en termes de confort de vie, etc. Mais effectivement, l'idéal, c'est de densifier au maximum l'habitat et donc de mettre les gens, idéalement, dans des tours pour essayer de limiter au maximum l'étalement urbain. Parce que d'une part, cet étalement urbain a de graves conséquences pour la biodiversité et surtout va accroître considérablement nos émissions de gaz à effet de serre en termes de transport, en termes de chauffage, etc. etc. Et donc l'idéal, c'est effectivement d'essayer de revenir en arrière sur cet étalement urbain et d'essayer de faire revenir les gens dans les centres-villes avec une difficulté qui est évidemment les impacts du changement climatique et notamment les vagues de chaleur dans les centres-villes et que plus un habitat va être dense, plus il va être minéral. Or, il y a aujourd'hui un enjeu d'adaptation à végétaliser les villes et à essayer de donner plus d'espace aux gens, plus de parcs, plus d'espaces verts, etc. Et donc, il va falloir, je dirais, articuler ces 2 logiques et ce n'est pas toujours évident. C'est là où il va falloir être très créatif en matière d'urbanisme et d'architecture et sincèrement, je crois que c'est un beau moment pour se lancer dans des études d'urbanisme ou d'architecture parce qu'il y a tellement de défis à relever en matière d'habitat. On a une petite question par ici. Bonsoir à toutes et à tous. Heureusement qu'on n'a pas fait cette conférence à Madrid, à Barcelone, à Bilbao aujourd'hui, parce que ça n'aurait pas pu être possible. Il n'y a plus d'électricité en Espagne depuis midi. Donc, si on a besoin de comprendre pourquoi il faut changer, pourquoi il faut s'adapter, je parle dans toute l'Espagne et une partie du Portugal. La bonne nouvelle, c'est que les entreprises françaises viennent de prendre 3 à 4 jours d'avance, voire une semaine d'avance sur les entreprises espagnoles, parce qu'avant qu'elles se remettent de ce blackout total, je ne vous parle pas, bien sûr, des gens qui ont pris d'assaut les distributeurs d'argent, etc., qui étaient bloqués dans les transports, enfin, juste des choses qui ne devraient pas se passer, qui n'auraient jamais dû se passer. Et donc, lorsqu'on dit que nous devons remettre la main sur notre production d'énergie, reprendre en main la production et l'approvisionnement de ce kilowattheure localement, eh bien, c'est un certain nombre de gens. Oui, je sais, Yann, je vais aller vite. Mais alors, l'autre question... Je vous présente Franck Sprecher. Il pose des questions toujours très courtes, condensées. Il me regarde. Mais en tout cas, c'est juste pour dire, voilà. Et juste ma question, sinon, c'est Bruxelles est en train de travailler sur un truc qui s'appelle Omnibus, pour surtout... dissuader les entreprises, en tous les cas celles entre 0 et 1000 personnes, de s'engager vraiment dans cette transition qui, comme vous l'avez dit, fait notre différence et qui engage les autres continents à nous copier. Comment est-ce qu'on peut les dissuader là-bas de revenir en arrière sur ce sujet? Omnibus, à mon avis, c'est le pire moment pour faire ça. Ça donne l'impression que c'est une sorte de réponse de la Commission européenne à l'élection de Donald Trump et à la logique de dérégulation qui est en phase aux États-Unis. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait pas certains trucs, notamment dans la CSRD, qui étaient trop complexes, peu lisibles et qui auraient mérité simplification.
mais la manière dont c'était annoncé par la Commission européenne donnait l'impression d'être un aveu de faiblesse et une sorte de réponse aux politiques initiées par Donald Trump aux États-Unis, comme si nous avions voté nous-mêmes pour Donald Trump, et de surcroît avait l'effet de pénaliser un peu les entreprises qui s'étaient engagées et à l'inverse de valoriser les derniers de la classe et de récompenser les derniers de la classe. Je pense que c'est le pire signal politique que la Commission européenne pouvait adresser. Et vraiment, ce qui a tendance à plomber la transition, c'est l'incertitude et l'instabilité. Parce que la transition, les acteurs économiques, les investisseurs ont besoin de signaux clairs, de manière à pouvoir construire des modèles d'affaires, de manière à pouvoir calculer des taux de retour sur investissement, et que si on n'a pas de signaux clairs en matière de cadre fiscal et législatif, on ne va jamais y arriver. Et aujourd'hui, c'est exactement l'impression que donne la Commission européenne d'être une sorte de lièvre pris dans les phares d'une voiture sur une route la nuit et de ne pas savoir dans quelle direction bouger et donc de risquer au final de se faire écraser par la voiture. Je pense que c'est très important que les entreprises, et notamment les plus grosses entreprises, donnent aussi de la voix et disent en fait c'est le pire moment pour remettre en question toute une série de normes sur lesquelles nous avions commencé à nous adapter. C'est pour ça que si ça vous intéresse, on a lancé avec HEC une grande consultation auprès des entreprises, notamment sur le sujet de la CSRD, consultation qui se termine d'ailleurs ce mercredi, donc ne traînez pas si vous voulez, je posterai le lien sur mon LinkedIn ce soir, de manière à ce que les entreprises puissent donner la voix et puissent au contraire, en quelque sorte, affirmer qu'elles souhaitent s'engager dans cette voie et qu'il y a des moyens d'en sortir par le haut et pas par le bas comme la Commission essaie de le faire pour le moment. Merci. Oui, on partage évidemment, hein, je veux dire. Et ça, alors le fait que la CSRD soit repoussée n'empêche pas qu'on puisse s'engager quand même et faire des rapports volontaires. Bien sûr, bien sûr. Mais, et c'est important de le faire parce que ça permet aux entreprises qui se mettent déjà en marche d'anticiper la réglementation. Encore un mot sur la CSRD, c'est quand même frappant de voir qu'au moment même où la Commission européenne semble hésiter, etc., la Chine introduit une réglementation comparable à la CSRD pour les entreprises chinoises. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme si nous hésitions par rapport à ce qui devrait au contraire être un motif de fierté et que la Chine, justement, regarde avec intérêt et se dit « Oh là là, on a intérêt à faire pareil, sinon on va être dépassé par les Européens. » Merci beaucoup pour votre propos. Je suis entrepreneur. Une petite question, vous avez dit faire de la transition un projet pour un nouveau contrat social et un renouvellement démocratique. Pour faire ce projet, il faut des hommes et des femmes politiques. Oui. Je ne suis pas. Je suis entrepreneur et je souhaite le rester. Et vous avez beaucoup parlé de chemin. Et là, moi, je suis inquiet sur le chemin politique. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet? Je pense... Alors, d'abord, je suis d'accord avec vous sur évidemment la nécessité d'avoir des décisions politiques qui soient à la hauteur de l'ambition. Mais je pense que nous sommes souvent trop obnubilés par l'échelon national et que nous ne prêtons pas suffisamment d'attention ni à l'échelle locale ni à l'échelle internationale. À l'échelle locale, je vois sincèrement énormément de mairies, de collectivités, qu'elles soient de gauche ou de droite, qui s'engagent dans cette voie. Parce que sincèrement, une fois que vous pouvez vous abstraire des polémiques stériles des plateaux de radio et de télévision au niveau national et que vous vous occupez sérieusement de vos administrés, quelle que soit votre couleur politique, vous comprenez bien qu'en fait, cette transition, elle est dans l'intérêt de vos administrés. Et je suis très frappé du nombre de départements, du nombre de collectivités, de municipalités qui, en fait, s'engagent dans cette transition. Et parfois, j'ai le sentiment que l'échelle nationale est très, très en retard sur ce qui se fait au niveau local, un peu partout en France et en Europe. De la même manière, sur l'échelon international, je pense sincèrement que nous avons une sorte de fascination morbide pour les États-Unis. Et que nous prêtons attention à tous les moindres faits et gestes de la Maison-Blanche, de la même manière qu'on ralentit sur l'autoroute quand il y a un accident dans le sens inverse. Je prends, chaque tweet de Donald Trump donne lieu à une émission spéciale sur LCI présentée par Darius Rochebin. Sur France Info, autre chaîne info par ailleurs respectable, vous avez tous les jours un programme d'1 heure qui s'appelle L'heure américaine.
à quand la minute chinoise? À quand la seconde indienne? C'est-à-dire qu'il y a ici des choses fondamentales qui se passent du côté de Pékin ou de Delhi, ou demain du côté du Caire, de Jakarta ou de Mexico, dont nous ne sommes pas du tout au courant. Et ça nous donne aussi l'impression, quelque part, que rien ne se passe ailleurs qu'en Europe. Or, est-ce qu'on sait par exemple que la Chine a entre 5 ou 6 ans d'avance sur ses objectifs de décarbonation? Que les analystes estiment que la Chine a atteint l'an dernier ou atteindra cette année son pic d'émissions, ce qui est quand même une formidable nouvelle pour le climat. Nous avons l'impression d'être complètement aveugles par rapport à tout ça. Et donc, je pense qu'il y a un effet de biais médiatique terrible qui fait que nous sommes obnubilés par des polémiques politiciennes au niveau national dont le seul but est de faire du temps d'antenne et d'essayer de grappiller des parts de marché électorales et que nous ne prêtons pas suffisamment attention à ce qui se fait au niveau local ni à ce qui se fait dans ce qu'on appelait jadis les pays du Sud. Merci François. Une question là-bas, et ça va peut-être être la dernière ou une avant-dernière en fonction. Est-ce que quelqu'un peut lui passer? Ah oui, il y en a une ici, pardon. Je reste au cocktail, hein, pour ceux qui auront encore des questions et qui seraient frustrés. Merci, oui. Bonsoir. Vous nous avez fait comprendre qu'il va falloir de nombreuses années pour commencer à avoir ou envisager une baisse des températures. J'ai lu qu'il va y avoir certains pays dans le monde où la vie ne sera plus possible. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, votre point de vue sur les futures migrations que ça va entraîner, et notamment sur l'impact de notre économie à l'échelle européenne, ou voire... Voilà. Alors, le changement climatique pose effectivement un gros enjeu d'habitabilité pour certaines régions du monde. Soit que ça serait des régions qui soient inondées en permanence à cause de la hausse du niveau des mers. On pense en premier lieu aux petites îles de l'océan Indien ou du Pacifique Sud. Soit que ce soit des régions où la température atteigne des niveaux qui deviennent un peu intenables, notamment en raison du phénomène de chaleur humide, donc la combinaison de très fortes températures avec un taux d'humidité très important. Et là, on pense plutôt à des régions comme l'Inde, le Pakistan ou le Bangladesh. Et donc, effectivement, des enjeux d'habitabilité. Cela étant dit, nous avons tort de parler des migrations climatiques au futur. C'est déjà une réalité aujourd'hui. Chaque année déjà, on estime que c'est 25 millions de personnes qui doivent quitter leur domicile en raison de catastrophes liées au changement climatique. Et à ce chiffre, il faut ajouter tous ceux et toutes celles qui doivent se déplacer en raison de dégradations plus lentes liées au changement climatique, dégradation des sols, hausse du niveau des mers. Et pour cela, on n'a pas de chiffres précis parce qu'ils ne franchissent pas toujours une frontière internationale, parce que les motifs de migration s'interpénètrent et sont liés les uns aux autres. Et donc, on a déjà aujourd'hui quelque chose qui est assez conséquent. Et une partie, il faut pouvoir le dire, une partie des migrants dits économiques qui arrivent déjà sur les côtes européennes et qui viennent de Guinée, du Sénégal ou de Côte d'Ivoire, et qu'on va classer comme migrants économiques parce qu'on va considérer que leur pays n'est pas en guerre et que donc ils ne peuvent pas prétendre au statut de réfugiés, on pourrait tout aussi bien les appeler migrants écologiques ou migrants climatiques. Parce que simplement, beaucoup d'entre eux viennent de zones rurales et leurs revenus dépendaient de l'agriculture et que donc leur revenu était intrinsèquement lié aux conditions environnementales et climatiques. Et donc, c'est déjà une réalité aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que dans pas mal de régions du monde, ce sont des flux migratoires qu'on a réussi à organiser. Et on a toute une série d'accords de migration qui existent, parfois entre deux pays ou à l'intérieur d'un pays, pour organiser ces migrations. Soit de façon permanente, l'Australie a par exemple donné des visas climatiques aux habitants de Tuvalu, soit de façon temporaire. Un pays comme l'Espagne, dont on va te parler, a des accords de migration bilatérales avec des pays comme la Colombie ou comme l'Équateur, de manière à permettre aux populations qui vivent de l'agriculture de venir en Espagne à la mauvaise saison, travailler aussi dans l'agriculture où on manque de main-d'œuvre, et puis repartir chez eux avec le capital qu'ils auront accumulé. Je pense que le problème que nous avons en Europe, c'est de ne pas envisager les migrations d'une façon fluide. C'est-à-dire de considérer que notre devoir est en quelque sorte d'essayer d'empêcher les migrations ou de résister aux migrations. Et donc nous nous sentons en permanence un peu envahis
et nous avons parfois l'impression que la situation est devenue chaotique ou hors de contrôle. Alors qu'en réalité, si nous sortions de cet état d'esprit où on se dit qu'il faut résister aux migrations et qu'on acceptait d'organiser les migrations, je suis convaincu qu'il y a moyen de trouver des systèmes de politique migratoire qui soient dans l'avantage des migrants, qui soient à l'avantage de la France et du pays d'origine. Nous avons plein de secteurs économiques en France où ça devient très, très difficile de recruter. Dans le secteur de l'agriculture, c'est très compliqué de trouver des ouvriers agricoles. Dans les secteurs du bâtiment, à l'hôpital, dans le secteur des soins à la personne, dans le secteur de la surveillance et du gardiennage. Ne parlons pas de l'hôtellerie, de la restauration. Il y a plein de secteurs qui aujourd'hui ne parviennent pas à trouver de la main-d'œuvre et où il y a une vraie inadéquation entre l'état du marché du travail et la situation de certains secteurs. On pourrait tout à fait imaginer pour ces secteurs de faire venir des migrants qui sont affectés par des conditions climatiques. On pourrait imaginer les faire venir pendant une certaine période, pendant 3, 4, 6 mois, de manière à ce qu'ils accumulent un capital en travaillant sur tel chantier, en faisant la haute saison dans l'hôtellerie ou la restauration, et qu'ils repartent ensuite chez eux avec ce capital accumulé. Le problème aujourd'hui, c'est que comme nous essayons de résister aux migrations, on a les migrants qui arrivent, qui le font au terme d'un parcours tellement difficile qu'évidemment, il n'est plus question pour eux de repartir une fois qu'ils sont arrivés, et que donc on va se retrouver avec plein de gens en situation administrative irrégulière, les OQTF comme on les appelle, qu'on ne parvient pas à faire exécuter. Et on a aujourd'hui un système qui marche un peu sur la tête, alors qu'il serait possible de l'organiser à condition, effectivement, de le faire proactivement. Mais il y a plein de choses à faire, à condition de sortir un peu de ce débat politicien un peu stérile et symbolique. Merci beaucoup. Une petite... Allez, on continue. 2 petites questions. 2 dernières, en revanche. 3 dernières. Attention, vous en avez pour la nuit. Bonsoir, David Le Glaner. Je suis coprésident d'une association qui s'appelle DRO. En gros, on est des dirigeants qui mettons la RSE au cœur de la stratégie. Alors, on est des bons garçons et des bonnes filles. On fait des bilans carbone, Scope 3. On fait des actes pas à pas avec l'ADEME pour mettre des roadmaps carbone, etc. On fait même de la CSRD bénévole, enfin, au-delà du réglementaire. Et en fait, on est plusieurs à se dire que ça ne va pas suffire, en fait. Et que les démarches qu'on est en train d'entreprendre, là, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut questionner nos business models, soit par le sourcing, soit par une approche beaucoup plus circulaire. Et je voulais avoir votre point de vue là-dessus, sur ce qui se passe en Europe. Je dois dire d'abord que parmi les pays européens que je connaisse, la France est le plus avancée sur ces sujets. Et je crois que c'est important de le dire. Parfois, on a tendance à un peu se flageller. Il y a encore plein de choses très imparfaites et plein de choses qu'il faudrait faire en France. Mais la France est quand même globalement, je trouve, plus avancée que beaucoup de pays sur ses business models, etc. Alors, il y a des choses très intéressantes dans les pays scandinaves, notamment en termes de mobilisation de l'épargne, etc. Mais je pense qu'un enjeu aussi pour les entreprises françaises, c'est d'initier une réflexion européenne sur ces sujets. Et que trop souvent, nous en restons un peu à l'échelon français, alors que moi, je suis convaincu qu'il y a une vraie capacité d'entraînement au niveau européen. Je pense notamment aux entreprises d'Europe centrale et orientale, pour qui ce n'est pas évident. Parce qu'elles ont dû changer très brutalement de modèle d'affaires il y a 30 ans. Et on leur a dit très brutalement, c'est terminé l'économie planifiée, vous allez passer à l'économie de marché. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, on leur dit, il faut encore tout changer et on va réinventer les modèles d'affaires. Et pour ces entreprises, sincèrement, ce n'est pas évident du tout. Et donc vraiment, je pense qu'il faut absolument initier, je ne sais pas si vous en avez la possibilité de le faire vous-même ou de participer à d'autres projets, mais à des forums effectivement d'échange entre entreprises pour que aussi d'autres entreprises européennes puissent se nourrir de cette réflexion, puissent l'alimenter par leurs propres difficultés. Mais mon sentiment est qu'on n'y arrivera qu'à l'échelle européenne si on veut vraiment revoir complètement les modèles d'affaires de fond en comble. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis entrepreneur également, j'interviens auprès d'entreprises et de collectivités pour les accompagner vers leur transition. Je voulais vous remercier pour un des messages que vous nous avez délivré ce soir, qui est l'impact des récits, très important à mon sens. Et ce que vous avez rappelé, c'est que la transition, enfin, le chemin vers la transition, il est connu, il est possible, il est souhaitable.
ça, je trouve que c'est un message qui est très, très important à rappeler. On a tendance à s'attacher aux récits dominants qui ne sont pas toujours ceux qui vont dans le sens des centres de transition. Seulement, il y a une chose que j'ai notée aussi dans votre intervention, c'est que vous avez beaucoup parlé du climat. Effectivement, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Mais si on résout le problème du climat, on n'a pas encore résolu l'ensemble des problèmes systémiques qui nous concernent aujourd'hui, notamment celui sur la perte de la biodiversité et des autres limites planétaires. Donc, je voulais avoir votre avis sur cette question-là. Merci. Effectivement, le problème du climat n'est qu'une facette de toute une série de problèmes environnementaux. La grande question, c'est de savoir comment on les articule les uns avec les autres. Je pense qu'un des défauts de la théorie des limites planétaires, c'est qu'elle donne parfois à penser que les 9 limites seraient indépendantes les unes des autres et qu'elles se vaudraient toutes de façon équivalente. Alors qu'en réalité, il y a essentiellement 2 grandes limites, c'est celle du climat et de la biodiversité. Et que, sincèrement, une fois, si on parvient à résoudre et le problème du changement climatique et celui de la biodiversité, on a quand même résolu beaucoup des autres problèmes liés aux autres limites planétaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas tel ou tel problème ici ou là à régler, mais globalement, de façon systémique, on a quand même fait un grand pas en avant. La grande difficulté aujourd'hui, c'est à mon avis d'articuler les enjeux de climat et les enjeux de biodiversité. Parce que autant tout ce qui est bon pour la biodiversité est globalement bon pour le climat aussi, l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est parfois vrai, pas toujours. Vous avez des projets qui sont parfois envisagés comme des projets de transition positifs pour le climat. Par exemple, l'extraction du lithium, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'électrification. Par contre, extraire du lithium ou n'importe quel minerai, ce n'est pas génial en termes de biodiversité. Et donc, ça va nécessiter certains arbitrages. C'est pour ça que je crois que c'est très important de pouvoir développer des indicateurs synthétiques pour la biodiversité qui soient un peu comparables à ceux qu'on a pour le climat. Parce que la raison pour laquelle le climat domine un peu les débats, et notamment aussi dans les entreprises ou dans les politiques publiques, c'est qu'en fait, avec le climat, vous avez des indicateurs. Vous pouvez faire des bilans carbone, vous avez des tonnes de CO2, des degrés, donc vous avez des indicateurs synthétiques qui vous permettent de voir un peu concrètement ce que vous faites. En matière de biodiversité, c'est beaucoup plus complexe et vous avez souvent plusieurs dizaines, voire centaines d'indicateurs. Et donc, il faudrait pouvoir trouver des indicateurs synthétiques qui permettent de réaliser l'arbitrage entre ces 2 projets. Alors, par exemple, sur le cas d'une mine de lithium, on se dit, voilà, vu les avantages pour le climat et les dommages relativement limités pour la biodiversité, on peut envisager ce projet. Pour d'autres, c'est potentiellement moins évident. Il y a aujourd'hui un grand débat en Angleterre sur une ligne de chemin de fer à grande vitesse de Birmingham vers le nord de l'Angleterre. On peut se dire d'un côté, c'est certain qu'il y a un bénéfice pour le climat énorme, évidemment, avec un TGV qui relie Birmingham au nord de l'Angleterre. Par contre, là, pour le moment, le projet est quasiment bloqué au point mort à cause de problèmes en termes de biodiversité. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Ce n'est pas évident. Parfois, je dis de façon un peu provocatrice que si on ne considérait en matière de transport que la biodiversité et pas du tout le climat, il faudrait idéalement que tout le monde se transporte en avion en permanence. Ça ne serait pas génial pour le climat et on voit bien que ça serait une situation infernale. Et donc la grande difficulté, c'est l'articulation des questions de biodiversité et de climat. Et pour qu'on puisse faire les arbitrages nécessaires, il y a un grand besoin d'avoir des indicateurs plus synthétiques sur la biodiversité, je crois. Bonsoir, merci M. Gemène. Guillaume Durand, je suis le créateur du premier office pour le climat et l'environnement à Montoire de Bretagne. Également créateur d'un espace de coworking pour participer au projet Loire décarbonation de l'estuaire 2050. Je voudrais revenir justement sur le sujet initial de cette conférence. Moi, le but de mon association, c'est de créer justement une synergie entre les citoyens, les institutions et les entreprises. Et est-ce que vous avez des conseils à apporter sur la création de ces synergies? Et est-ce que des gens au niveau national travaillent à ces réflexions-là? Oui, je pense qu'il y a... Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir des conseils clés en main ou clés sur porte sur les synergies entre citoyens et entreprises, mais je pense qu'on a, notamment dans les débats nationaux, on a beaucoup plus tendance à les opposer. Vous aurez sûrement entendu parler de ce
triangle de l'inaction qui voudrait que les citoyens rejettent la faute sur les entreprises, qui elles-mêmes rejettent la faute sur les gouvernements qui rejettent la faute sur leurs citoyens. En réalité, je pense que le meilleur moyen d'en sortir, c'est d'articuler ces trois pôles et de voir comment l'un peut entraîner l'autre également. Et je crois qu'on oublie souvent que les citoyens sont aussi des consommateurs des biens des entreprises, sont aussi souvent, pour la majorité d'entre eux, des salariés d'entreprises. Et qu'il y a énormément de choses aussi qui peuvent être faites au niveau de l'entreprise à partir de l'action de ces salariés. Et par rapport à une certaine forme d'éco-anxiété aujourd'hui qui fait que beaucoup de gens voudraient agir mais se sentent impuissants, je pense qu'on oublie souvent aussi que l'entreprise, et notamment les entreprises de petite et de moyenne taille, c'est aussi le premier endroit où les gens peuvent faire des choses ensemble et où les gens peuvent se mettre ensemble pour agir, que ce soit sur l'entreprise elle-même ou même en dehors de l'entreprise. Je connais plein de salariés d'entreprises qui ont créé des groupes d'entraide sur du covoiturage, sur de l'agriculture locale, etc. Et je pense que c'est important de penser aussi l'entreprise comme un lieu où on peut agir collectivement et où on peut sortir de son impuissance par rapport au changement climatique. Et ça, je crois que c'est vraiment un truc fondamental, y compris dans les RH de l'entreprise. Comment est-ce qu'on va favoriser en fait le fait que les salariés se mobilisent ensemble sur ces sujets? Alors, je sais que c'est des choses sur lesquelles on travaille, notamment dans les écoles de management, à HEC et dans les autres. Je sais qu'une association comme la Convention des entreprises pour le climat, la CEC, travaille aussi sur ces sujets. Et à mon avis, c'est vraiment dans ce sens qu'il faut aller. Si, il faut passer le bon. Bonjour, je suis blogueur voyage durable et je suis fresqueur des nouveaux récits. Est-ce que vous avez un avis sur l'efficacité des fresques? Oui, je pense que c'est un instrument très utile. Ça ne suffit pas. Et parfois, je pense que l'erreur qu'on a commise, c'est d'imaginer que dans une entreprise, qu'une fois qu'on avait fait la fresque du climat ou de la biodiversité, c'était fini, les employés étaient formés, etc. Mais par contre, je pense que c'est une vraie première étape nécessaire qui permet de faire comprendre aux gens les interactions, parfois systémiques, et qui donne les bases du système, et qui permet vraiment d'avoir une sorte de base commune, notamment de l'entreprise, sur laquelle s'appuyer pour envisager d'autres actions. Donc je pense que c'est très utile. Et je suis ravi de voir le succès des fresques d'entreprise, de voir que ça s'exporte maintenant à l'étranger. Et j'étais très heureux d'avoir été un des premiers testeurs bêta de la fresque du climat à l'époque où on testait un peu les interactions. Je pense que c'est un instrument très, très utile. On avait d'ailleurs signé une petite tribune dans la presse il y a quelques semaines pour souligner effectivement l'intérêt de ces fresques. Il ne faut pas s'arrêter là, mais c'est vraiment une première étape très utile en entreprise. Merci. On va continuer, c'est ce que tu viens de dire derrière dans l'apéro. Je voudrais en profiter pour dire, si vous voulez faire une fresque, tu es là. Vous pouvez aussi aller covoiturer. Tu peux te lever pour qu'on te voit. Si jamais vous voulez mettre en place du covoiturage, on a quelqu'un ici qui fait du covoiturage. On a eu la prise de parole de Frank Sprecher. Il est où, Frank Sprecher? Il est parti. C'était celui qui a pris parler tout à l'heure. Il parle beaucoup et longtemps, mais il est extrêmement puissant en matière d'économie d'énergie, de structuration, d'autoconsommation collective. Il anticipe, y compris pour le cocktail. Il anticipe pour le cocktail, donc vous allez pouvoir le voir. Très important, on en a parlé ici, vous avez 2 représentants de l'association Amazonia qui travaillent avec la Chambre de commerce et d'industrie. Vous pouvez vous lever, merci, parce que il faut qu'on reforeste, il faut qu'on plante des arbres, il faut qu'on travaille à une agro-reforestation nourricière et donc on refasse nos haies bocagères, etc. Vous pouvez aller les voir pour ça, on va lancer des actions. Vous avez la possibilité de voir les conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie parce que vous avez pu voir tout à l'heure qu'il y avait plein de processus d'accompagnement, d'audit, etc. qui peuvent être faits. Ils ont des petits macarons Chambre de commerce et d'industrie. J'en oublie certainement. N'hésitez pas à faire ensemble. Ah oui, si je voulais dire, c'est un amphithéâtre de 400 places. On est 280 à vue de nez là. Donc, et pourtant, sur les réseaux sociaux, même des Parisiens sont venus. C'est signe qu'on a bien battu. Ça veut dire qu'en fait, on a encore beaucoup de chemin à faire. Comme vous le savez, la Chambre de commerce et d'industrie est très engagée là-dessus. Ça fait partie de notre projet de mandat. Ah oui, j'ai oublié, si je voulais parler de toi, c'est très important. Parce qu'on a fait un truc ici qui est important, c'est qu'on a une voix pour la Loire. C'est dans notre gouvernance, on a décidé de mettre en place le fait d'une voix pour la Loire. Et donc, c'est Daniel Bouillet qui est là, si vous voulez lui parler. Là, tu peux te lever, Daniel, etc. C'est bien. On n'est pas tant que ça à avoir mis dans notre gouvernance des choses dans un établissement public. Et donc voilà, profitez-en. Je le dis sans flagornerie, votre région est quand même plus avancée que beaucoup d'autres régions de France. On prend, mais on n'est pas assez loin. En tout cas,
Faites bien du réseau et puis surtout dupliquons, parce que pour que la prochaine fois, on joue à guichet fermé ici. On se retrouve à l'apéro. Merci.